La passion de la moto, c'est Moto-Kaiser à Limerlé dans les Ardennes. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carter et Piston, le numéro 28, dont voici le sommaire. Nous allons parler BMW dans ce numéro avec l'essai de la très attendue R18. Nous fêterons les 40 ans de la moto la plus vendue au monde, la GS, la BMW GS. Nous découvrirons la Ducati Scrambler 1100 Pro. Le retour du vrai gros mono, assurément avec cette Mash 650 X-Ride. Kawasaki est sous le signe du Z depuis bien longtemps. Nous prendrons le pouls de la Z650 et de la Z900. Charger sa moto sur une remorque est toujours un peu compliqué, plus maintenant. Nous sommes dans un des pays les plus titrés en termes de motocross, pourtant tous les circuits ferment. Où peuvent se rendre nos jeunes pour assumer leur passion? Peut-être un début de réponse dans ce numéro. Vous avez remarqué depuis 2 numéros que la WSR, l'agence wallonne de sécurité routière, diffuse des messages de sécurité et d'information destinés évidemment aux motards. En effet, la WSR nous a choisis, Dr Grimm et moi-même, pour animer ces séquences. Ce mois-ci, nous parlerons de remontée des fils. Et en parlant du Dr Grimm, il s'est transformé en Dr Grip. Il est donc absent de ce numéro. Nous le retrouverons évidemment dès le mois prochain. Pour cette émission, je me trouve au siège de BMW Belux à Bornem, où j'ai le plaisir d'accueillir le General Manager de BMW Motorrad pour la Belgique et le Luxembourg, Christian Lambert. Monsieur Lambert, bonjour. Enchanté. Merci de m'accueillir dans vos locaux qui sont en fait des locaux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des concessions parce qu'ici c'est vraiment très très beau. Donc on a un décor pour cette émission qui est parfait. On est entouré de motos, mais la moto c'est une histoire d'amour pour vous. Tout à fait. En fait j'avais 16 ans. À ce temps-là, on se parle de 1976. Ouais. Une Honda SS50, ça roulait pas suffisamment vite. Très vite on mettait une autre cylindrée là-dessus, 72 cc, on enlevait les 72 cc, je peux peut-être pas dire ça, mais... Il y a prescription. Et on roulait alors à une vitesse un peu plus élevée. Et on apprend parce qu'on roulait trop vite, alors j'ai eu un petit accident, après 3 mois déjà, mais enfin, comme ça on apprend. Et alors j'ai roulé presque toujours moto, je suis un peu arrêté quand mon fils aîné était né, parce que ma femme roulait aussi. D'accord. Alors je suis arrêté et j'ai recommencé quand mon fils aîné avait 18 ans. Et vous roulez en BMW, évidemment. Oui, tout à fait. Je suis honnête, je suis commencé en Honda CBX 500, c'était ça? Oui. Non, 2 cylindres en V. Ah, la CX. CX, c'est ça? Ouais. Et après une Yamaha 900 XI. Et alors, j'ai eu une BMW. Et alors, depuis, je travaille pour BMW. Ouais. Forcément. Ouais. Et chez BMW, comme partout ailleurs, on vit une année assez incroyable, une année difficile. On est confronté à quelque chose que moi, en tout cas, je ne me rappelle pas avoir vécu. Vous venez de me dire en quelle année vous avez commencé à rouler et l'âge que vous aviez. On est exactement de la même année tous les deux. On n'a jamais connu ça. Exactement, exactement. BMW, malgré tout, est toujours en tête des ventes avec la GS et la GS Adventure. Mais de manière globale, comment se passe cette année chez BMW? En global, mondialement, je peux dire, on n'a pas les productions prévues comme initialement. D'accord. Logiquement, parce que 2 mois, on n'a plus presque pas de production. Mais sinon, on voit que le marché moto en fait se porte bien partout dans ce monde. C'est pas seulement en Belgique ou au Grand-Duché, mais aussi en Europe. On a un retard vis-à-vis de l'année passée, presque dans tous les pays, sauf, on est fiers de la Belgique et le Grand-Duché. Fin août, à 14 unités, on est exactement au même chiffre d'immatriculation que l'année passée. C'est assez exceptionnel parce que, et c'est vrai ce que vous soulignez, c'est que ça se répercute un peu dans l'ensemble des marques. Le marché de la moto se porte très très bien, malgré les fermetures. Je crois que c'est maintenant qu'on va avoir un peu plus de difficultés parce que les fermetures des usines font que maintenant on va peut-être être un peu juste au niveau du stock. Et il y a un peu moins de machines à vendre.
Donc on va peut-être avoir, nous, une deuxième vague dans le monde de la moto, mais c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer. Le salon Intermot, l'ECMA, ont annoncé qu'il ne se déroulerait pas cette année. Il y a de grandes chances que le salon de Bruxelles suive la même idée. Comment allez-vous faire pour présenter vos modèles au public? C'est une très bonne question, une question qui nous tracasse depuis quelques semaines, parce qu'on devra vraiment faire en sorte de créer ce momentum au mois de janvier. Si on compare le marché belge, par exemple, avec le marché d'Hollande, oui. En Hollande, ils sont avec 17,5 millions. Nous sommes 11,5, quelque chose comme ça. Bien sûr. Mais quand même, le marché en Belgique de motos neuves est plus ou moins 30% plus grand qu'en Hollande. Et ce n'est pas comme les voitures, il y a un marché fleet, ça n'existe pas en moto. Ça veut dire que ce momentum est très important pour créer l'envie d'acheter une nouvelle moto. Et ça nous tracasse. On n'a pas encore la solution, mais on y travaille et on devra créer le momentum dans les concessions. Ça, c'est clair et certain. Comment, encore une fois, je le répète. Mais... Oui, je crois que le secret de la réussite de l'année 2021 va passer par les concessionnaires. Tout à fait. Ouais, c'est mon idée aussi actuellement. Oui, je crois qu'il faudra passer par eux pour créer des événements et réunir la clientèle et les potentiels acheteurs, parce que ça reste des sociétés où il faut vendre ces produits. Donc, vous les produisez, il faut les vendre, et ça me paraît tout à fait normal. Alors, quand on parle de produits et de nouveautés, on est entouré en fait ici de la nouveauté de l'année, une moto qu'on attend depuis plusieurs mois, qui a été présentée, je me rappelle qu'on avait fait une interview à Cologne, à l'ECMA, avec votre collaborateur qui sera tout à l'heure sur le plateau. Moto qu'on attend depuis un certain temps évidemment, moto qui est impressionnante, qu'on n'attendait pas, parce qu'en fait, BMW s'est positionné dans le marché du cruiser il y a très longtemps avec la 1200C, qui avait été mise à l'honneur dans un film de James Bond d'ailleurs. Et cette moto était particulière. Je ne crois pas qu'elle ait eu un gros succès parce qu'à l'époque, le cruiser n'avait pas le succès qu'on a maintenant. Pourquoi est-ce que vous avez été finalement osé aller sur les terres du géant américain Harley-Davidson, il faut bien le citer? Mais il faut être conscient que ce marché au niveau mondial de cruiser est très important. Et ça veut dire, si on veut être une marque, vraiment une très bonne marque moto au niveau mondial, on doit être sur ce marché-là aussi. D'accord. Et pas spécialement pour l'Europe donc? Non, pas spécialement pour l'Europe, pas du tout. Et on a essayé d'apprendre pourquoi il n'a pas eu tellement de succès avec la R1200C, la Cruiser. Et c'est pour ça que tout le concept a été repensé dans un monde d'héritage basé sur la R5. Bien sûr. Parce qu'aussi le géant en Amérique, pour ne pas nommer le nom, vit dans cet héritage, dans ce monde. Dans le revival perpétuel. Ouais, tout à fait. On n'y est pas encore, certainement pas. On va rester prudent, mais c'est aussi ce monde de plus en plus créer ce monde dans les concessions, que quelqu'un s'y trouve bien, qui vient visiter, prendre un petit café, s'amuser. Oui, tout à fait. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Comme j'ai dit il y a 2 minutes, on n'y est pas encore, mais c'est certainement le but d'y arriver dans ceci quelques mois. D'accord. Dans chaque concession, c'est gai à y être. Oui, il y a un côté un peu lifestyle, parce qu'il faut bien reconnaître que maintenant sur les routes, chez nous en tout cas, mais c'est la même chose aux États-Unis aussi, les limitations de vitesse sont énormes. Les radars sont omniprésents et donc il faut peut-être aller chercher le plaisir de rouler ailleurs. Et donc c'est peut-être dans le fait de posséder une belle machine, de rouler de manière plus cool, avec des vêtements plus cool. Et ça fait partie aussi, je crois, de l'avenir de la moto. Moi j'ai eu la chance d'avoir cette moto pendant une semaine et donc je l'ai testée et je vous propose de découvrir l'essai de la R18. On part dans les Ardennes. Yeah.
ligne héritière de la BMW R5, la R18 participe à la mémoire de la marque. Mais revenons un peu sur cette mythique BMW R5. Cette moto fut produite en 1936 et 1937 à 2652 exemplaires. Grâce à l'ingénieur Rudolf Schlesser, elle est équipée d'un moteur à boîtier tunnel, donc c'est-à-dire sans joint, d'une boîte de vitesse actionnée par un levier au pied, doublé d'un sélecteur à la main, et d'une fourche hydraulique réglable, s'il vous plaît. Ce flat twin possède une distribution culbutée, 2 arbres à cam et 2 soupapes par cylindre. Ce moteur cube à 494 cm3, 2 carburateurs à mâle servent à abreuver la bête. Cet ensemble lui donne une puissance de 24 chevaux à 5500 tours. Rappelez-vous, on est en 1936, pour une consommation d'environ 3 litres au 100. La transmission finale est assurée par cardan et avec un poids de 165 kg, elle était capable d'atteindre les 140 km/h. N'ayant pas de suspension arrière, seule la selle amortissait un peu les bosses de la route. Il est à noter qu'à partir de cette date, la firme allemande qui équipait ses 2 roues avec des cadres en tôle emboutis se décida à faire des cadres tubulaires. Cette moto était vendue 1500 marques. Alors 1500 marques, à l'époque, c'est l'équivalent aujourd'hui de 10 300 €. En 1936, un ouvrier allemand gagnait 21 marques par semaine. BMW fait son entrée dans le segment du Creuser et s'est inspiré pour cela de cette fameuse R5 pour mettre au point sa R18, aussi bien techniquement qu'esthétiquement. La R18 qui se présente aujourd'hui comme une véritable classique moderne. Cette version finale de la R18 s'habille comme le concept d'origine et se distingue par quelques éléments notables à l'image de ses imposants silencieux fishtail ou queue de poisson et de sa transmission par arbre apparente. À l'intérieur, on trouve le Big Boxer de 1802 cm3 qui poursuit évidemment la tradition initiée dès 1923 par la marque. Il délivre ici 91 chevaux à 4750 tours. Le flat twin est surtout capable d'assurer plus de 1500 Nm de couple entre 2000 et 4000 tours minute, avec un maximum délivré à 3000 tours. Autant vous dire, elle est faite pour se balader. En termes de performance, ce bloc permet d'atteindre les 180 km/h, ce n'est pas très intéressant, mais surtout de réaliser un 0 à 100 en 4 secondes 8. BM assure que ce gros moteur est relativement sobre, avec une consommation promise de 5,6 litres au 100. Derrière son apparence vintage, la R18 ne manque pas de se mettre à l'heure technologiquement avec 3 modes de conduite. Le Rain, le Roll et le Rock, ainsi qu'un contrôle de stabilité ASC et un contrôle MSR. L'aide au démarrage en côte, High Start Control, est disponible en option. L'éclairage est quant à lui intégralement à LED, tout en optant pour un design vintage, tandis qu'une option éclairage en virage sera également proposée. Enfin, la moto hérite également du keyless ride, c'est-à-dire démarrage sans clé. L'instrumentation fait de son côté dans le classicisme, avec un compteur analogique intégrant un petit écran LCD, on peut néanmoins y regretter l'absence d'une jauge à essence. À bord, on ne s'y trompe pas. La position basse, pieds bien à terre, bras écartés vers le large guidon, contact, pression sur le bouton du démarreur, l'énorme twin s'ébroue avec un gros couple de renversement qui fait osciller la moto de gauche à droite à chaque coup de gaz. Couple qui avait pratiquement disparu sur les autres twins de la marque. Un peu de circonspection pour manier les 345 kg de la bête, mais qui se font directement oublier dès les premiers mètres. Passage des rapports au talon et à nous les grands rides. Quelques vibrations apparaissent au-dessus de 3500 tours minute, mais le gros flat twin préfère largement les régimes intermédiaires entre 2 et 3000 tours minute. C'est là qu'il exprime toutes ses qualités. La moto est étonnamment agile sur les petites routes, même si clairement la cible est le marché américain et ses interminables lignes droites. Le peu de débattement des suspensions en font une moto un peu dure sur mauvais revêtement, mais sans jamais nuire au comportement global. J'ai mis quelques kilomètres à trouver mes marques, mais ensuite quel plaisir de descendre bas dans les tours, de profiter de la longe exceptionnelle de ce moteur. Croyez-moi, quand vous ouvrez les gaz, l'énorme flat twin vous propulse en avant. Le système de freinage est suffisant pour stopper une telle masse, même s'il faut exercer un certain effort sur la poignée. Rouler en cruiser, quelle que soit la marque, reste une philosophie, un choix très compréhensible au vu des limitations de vitesse et des radars omniprésents sur le réseau routier. Rouler différent, sur une machine d'exception, au look unique, fait aussi partie du plaisir de la route.
Cette R18 est conçue pour être customisée et bénéficie d'un catalogue de pièces et d'options qui vous permettront de la faire à votre sauce. Allez faire un tour sur le site de BMW et allez dans le configurateur. Disponible à partir de 22 850 €, la R18 peut faire monter la facture au gré de vos envies. Mais quand on aime... Monsieur Lambert, BMW a toujours été en fait à la pointe quand même de la technologie, du progrès, de l'innovation, sans trop dévoiler de secrets évidemment. À quoi peut-on s'attendre dans les années à venir sur la technologie que BMW va pouvoir proposer à ses clients? C'est une très bonne question. Vous avez peut-être vu il y a un an et demi qu'il y avait la moto qui roulait lui-même. Oui. Mais c'est sûr, cette technologie est en train de se développer, pas pour que les motos vont rouler eux-mêmes, c'est pas le but du tout, mais c'est pour voir ce qu'on peut faire pour toujours rendre la conduite plus sécurisée, de faire moins de fautes. On pourrait aller, je me permets de vous couper, on pourrait alors imaginer sur des freinages d'urgence et des choses dans ce genre. Tout à fait, exactement, c'est très juste. Et ça, on va présenter une nouvelle étape sur la R1250 RT. D'accord. Très prochainement, il y aura plusieurs nouvelles technologies qui vont aider aux conducteurs de vraiment rouler plus à l'aise, mais en même temps être plus vigilants sur toutes les quand même petits dangers qui existent quand on roule en moto. Bien sûr, la circulation, la densité de la circulation augmente et donc forcément les dangers aussi. Et si on a des aides qui amènent de la sécurité, il faut évidemment en parler. On avait vu à un moment donné des avertisseurs d'angle mort qui avaient été présentés sur les scooters, si mes souvenirs sont bons. C'était une très bonne idée. Quand on fait un peu d'autoroute et qu'on fait une remontée des fils. On apprend en moto toujours tourner sa tête, mais effectivement, et ça va venir sur la R1250. D'accord, ok. Tout ça sont des innovations importantes en matière de sécurité sur les motos entre guillemets traditionnelles et l'électrique. L'électrique, c'est une belle challenge parce que ça va venir, mais la question est quand. D'accord. Et en moto, si on regarde la moto GS, c'est l'aventure. Prendre des grands trips, là, ça ne va pas tout de suite venir. J'imagine. Parce que la demande ne sera pas encore là. Mais en urban mobility, en ville, certainement, encore assez vite. Et fin 2021, on va présenter la nouvelle scooter électrique qui va remplacer la C-Evolution. Oui, parce que le C-Evolution existe maintenant depuis déjà quelques années. Vous étiez un peu les précurseurs à ce niveau-là, en termes de mobilité. C'est vrai que c'est un scooter un peu imposant qui fait aussi un certain prix. Mais le prix des BMW, on va y revenir plus tard dans cette émission, parce que c'est aussi un peu un mythe, une légende, une BMW c'est cher, et je vais prouver que c'est pas vrai. Mais je veux dire par là en fait que l'électrique a de l'avenir, mais peut-être que la technologie doit encore évoluer un peu. Elle évolue certainement aujourd'hui grâce à l'expérience qu'on fait en voiture, ça nous aide, c'est clair. Et la prochaine scooter sera plus léger, mais quand même un range, une autonomie. Une autonomie, merci. Une autonomie plus longue que l'actuelle, plus léger. Elle sera aussi positionnée au niveau prix un peu plus en dessous de l'actuelle C-Evolution. On peut peut-être encore ajouter à cela la moto électrique, elle va venir, et c'est la question quand. Je crois, je ne suis pas certain, mais on fait toutes sortes de développements et plus ou moins on a ces développements prêts que quand le marché est là. On a appris aussi au niveau voiture, on était avec la i3, un des premiers, je ne suis pas le premier, seulement on était trop tôt, il n'y avait pas de demande et ça a coûté quand même un peu d'argent. Alors en moto, on doit faire gaffe que quand on lance une moto électrique, il y a un marché qui veut commander, qui veut acheter ça. Parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs modèles de moto électriques. Ça marche très très bien. C'est très amusant à la conduite.
un vieux motard comme moi trouve du plaisir sur une moto électrique. La seule chose, c'est que évidemment l'autonomie est relativement courte, donc on est quand même un peu obligé de rester dans des destinations proches de la maison ou des endroits où on peut recharger. Et donc on est dans un paradoxe, parce que est-ce qu'il est bien utile d'avoir une moto électrique qui va de 0 à 100 en 3 secondes et demie pour rester en ville? Donc il va falloir apprendre un peu à changer nos habitudes à ce niveau-là, je crois. Mais ça aussi, moi je crois qu'il y aura une plus grande distinction dans le futur dans l'urban mobility et le marché pour cette urban mobility et ceux qui prennent la moto pour faire des voyages. Exactement, oui. Ouais. Il y a deux visions différentes des choses. On le voit déjà avec les voitures. Se déplacer, descendre sur la côte d'Azur avec un véhicule électrique, c'est quand même pas très simple. Non. Ça reste compliqué. Oui. Merci, Monsieur Lambert, de m'avoir consacré quelques minutes, d'avoir dévoilé un petit peu ce qui se passe chez BMW, de nous dévoiler un petit peu l'avenir de BMW. Avec grand plaisir. On va nous enchaîner en fait sur quelque chose qui va vous parler à vous, parce qu'on est de la même génération, c'est les fameux gros monos, les gros monocylindres. On a évidemment une moto un peu mythique en tête, c'est cette fameuse Yamaha XT qui a marqué pas mal de générations. Il y a une marque qui vient tout doucement un petit peu sur le marché des prix un peu attractifs, c'est Mash. Et Mash nous présente la 650 X-Ride, qui est vraiment une émanation de la XT. Je vous propose de découvrir la Mash 650 X-Ride. Il y a un peu plus d'un an, en fait, Mash nous présentait la Dirt 6,5. Alors, on avait déjà été séduit par cette moto et surtout par son moteur. Et puis, au mois de janvier, au Salon de Bruxelles, nous découvrions ceci, la X-Ride. Alors, il est inutile de rappeler vers quoi cette moto nous emmène, vers quoi cette moto nous fait penser, parce qu'en fait, c'est un peu le retour aux fondamentaux. On arrête cette course à l'armement, on arrête de se dire qu'il nous faut des chevaux, on arrête de nous dire qu'il nous faut des applications, on arrête de nous dire qu'il nous faut des dashboards énormes avec des anti-patinages, avec des anti-wheeling, avec beaucoup d'électronique embarquée. Ici, on va parler d'une seule chose, le plaisir. Les anciens comprendront parce que ceci nous rappelle évidemment une certaine XT600, mais au comportement, on y reviendra plus tard, on est un peu plus sur la TT600 parce que ce moteur a du coffre. Et pour ceux qui n'ont pas connu la joie de conduire un gros mono, écoutez, moi je vous engage à essayer ce genre de machine. Alors, c'est petit, c'est court, c'est compact, c'est léger, c'est polyvalent. Ça permet de faire de la route, mais ça vous permet aussi de vous évader, de prendre un petit chemin de traverse et pourquoi pas une petite prairie bien dégagée comme vous pouvez le voir ici. Au niveau prise en main, cette moto est évidemment très facile. On s'assied dessus, large guidon, bonne préhension et de là, un coup de démarreur, il n'y a pas de kick. Et c'est mieux parce qu'en fait, un gros mono de 600, ça peut parfois vous renvoyer un peu en l'air. Et puis le moteur s'ébroue facilement, évidemment, on est avec de l'injection. Et on démarre sur une moto qui d'emblée est très agile, très équilibrée, angle de chasse relativement fermé, qui en fait, c'est une moto qui va se retrouver à l'aise en ville, c'est une moto qui va se retrouver à l'aise sur nos petites routes de campagne, avec laquelle vous allez pouvoir jouer sur cette capacité d'un gros monocylindre de descendre dans les tours, d'ouvrir les gaz sans changer de rapport et de sentir ce poum-poum, cette montée, cette descente de piston qui vous emmène en fait tout doucement vers le dessus de la côte. Donc, oui, vraiment une moto plaisir. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en plus, quand je m'arrête et que je la regarde, je la trouve vraiment jolie. C'est vraiment une belle moto. Il faut souligner qu'ici, elle est présentée avec une route 17 à l'avant et des pneus mixtes. Donc, on vous engage vraiment à aller faire un tour de temps en temps hors des sentiers battus. Il va sortir une version qui s'appellera la 21 et cette 21 sera munie, elle, d'une roue de 21 pouces à l'avant avec des aptitudes un peu plus poussées vers le tout-terrain. Ce sera pour le début de l'année 2021 ainsi qu'avec les normes Euro 5. Alors, cerise sur le gâteau, évidemment, une telle machine, une telle belle machine, une telle bonne machine, eh bien, ça coûte 5 899 €
vous m'avez bien compris, 5 899 €. Ça, c'est l'accès au plaisir. Je ne vois pas très bien ce qu'on peut dire d'autre. Jean-Michel Paquian, bonjour. Salut Thierry. Tu vas bien? Ouais, super. Jean-Michel, tu es le General Manager de la CIMA. Absolument. CIMA, propriétaire de la marque Mâche. D'accord. Alors, Mâche est né quand? Mâche est né dans un bureau en janvier 2012. Et Mâche est français? Mâche est français, absolument. Propriété de la CIMA, importateur et fabricant de motos depuis les années 60. D'accord. Alors en fait, cette marque est née, à mon avis, d'une envie d'un pari de faire quelque chose. Pas forcément d'un pari, mais t'es pas sans savoir que CIMA a été importateur et représentant de marques connues, iconiques tout au fil de ces 60 années. Et on était toujours tenu sur les gammes de ces marques-là. D'accord. Avec des produits, parfois des motos pas forcément adaptés au marché français ou comme beaucoup de marques, on oblige des marques à introduire des motos sur le marché français qui ne sont pas attendues par le marché. Et on avait vraiment cette envie et ce besoin de faire les produits qu'on aime, qu'on attendait, qu'on voulait. De retrouver un peu d'indépendance en fait. Exactement. D'accord. Exactement. Et dans le processus global, comment naît une Mâche? Alors c'est assez simple dans l'idée, mais un peu plus complexe dans la réalisation. Simple dans l'idée parce que ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on écoute, parce qu'on est des motards avant tout. Frédéric Fourgeot est un motard de compétition, mais qui roule aussi pour se faire plaisir sur la route. Moi, pareil, je viens plus du tout-terrain, Frédéric plus de la route. Donc c'est vrai que nos idées mixées, ça fait, belle conjonction. Ça fait souvent des choses sympas. Et on a nos envies, on écoute les clients, on écoute les copains, on écoute nos concessionnaires, et on essaye de deviner les besoins, les envies qu'il va y avoir dans les prochaines années ou les prochains mois. Et en fonction de tout ça, on travaille à l'atelier avec nos mécaniciens. On coupe, on soude, on peint, on fait des protos qu'on a envie, qui nous ferait plaisir de commercialiser et de voir rouler. Ces protos-là, on les envoie par avion. Chez nos partenaires, on a 3 fournisseurs, 3 grosses usines en Chine qu'on a sélectionnées. Qui sont en fait, que je te coupe 2 secondes, des partenaires qui ont tous les mêmes spécificités? Pas du tout, il y en a qui sont complémentaires. Voilà, il y en a un pour les moteurs par exemple, un pour les parties cycles C'est plus ciblé sur de la philosophie et de la cylindrée. D'accord. On a un partenaire pour tout ce qui est scooter, boîte automatique. Un partenaire qui est d'ailleurs une usine joint venture Suzuki en Chine pour tout ce qui est 50 jusqu'à 250. D'accord. Et après, un autre partenaire qui s'appelle Chineret pour tout ce qui est 400 cm3 et plus. D'accord, en l'occurrence, comme le modèle qui est ici. La X-Ride qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord. Donc, en partenariat avec Chineret et sous la propriété de CIMA, on a développé ce moteur 650. On a commencé déjà depuis 2016 à développer ce moteur sur le papier d'abord, à poser le cahier des charges sur le papier, quelle cylindrée on veut, un balancier équilibrage, 4 soupapes, un simple arme, quelle puissance on veut obtenir, quel niveau de couple on veut. Sur le papier, on a fait le cahier des charges. Et après, on a fait un benchmark du marché. Qu'est-ce qui existait à l'époque dans cette catégorie de... Vous avez fait votre marché, voilà. Un peu. Qu'est-ce qui existait? Il faut se rapprocher de quel moteur? Qu'est-ce qu'on préférait? On préfère du gros couple en bas? On préfère de la longe en haut? Qu'est-ce qu'on veut? Quel look on veut donner au moteur? La philosophie, refroidissement à air. On veut toujours, chez Mâche, rester dans un objectif qualité-prix accessible au plus grand nombre. D'accord. Donc la moto arrive en Chine, c'est en fait votre proto? C'est notre proto qui arrive en Chine. À partir de là, il y a quoi? Il y a une mise en série directement? Pas du tout, pas du tout. Ce proto-là, il est mis en 3D dans un ordinateur. D'accord. En 3D, les pièces sont ensuite ressorties en prototype. Et l'usine fabrique elle aussi à son tour le prototype sur la base d'une autre. Ce prototype, une fois qu'il est fini, on rejoint l'équipe. On continue de travailler sur un proto à l'échelle 1. Alors des fois, il y a peu de modifications, des fois, il y a beaucoup de modifications. Je pense que vous avez tous déjà vu en automobile, ils travaillent sur une espèce de pâte à modeler. Absolument. On travaille exactement de la même façon à l'échelle 1.
sur de la pâte à modeler et on modifie en C'est assez direct. excitant ça quand même. C'est génial, c'est génial. C'est assez excitant comme expérience. Vraiment, on s'éclate. Ouais. On change, en 5 minutes, on change complètement le look d'une moto en mettant des creux sur le réservoir comme ça. C'est ça, ouais. On lui donne une autre époque. Tiens, on voulait 70, en faisant ça, on est années 80. Ah non, on remet de la pâte là, on revient 70. En 5 minutes, on change complètement des choses. C'est génial. Bon, ça c'est évidemment le côté design. Oui. Mais bon, une moto, ça doit rouler. Évidemment. Une fois que le moteur, le cahier des charges est fini, l'usine met dans une série 1, pareil, le moteur, fabrique les pièces à l'unité, on le met au banc. Ok. On le met au banc, on voit s'il atteint notre cahier des charges. On voulait telle puissance à tel régime, on voulait tel couple, on voulait tel look. Il atteint ou pas ce cahier des charges. S'il atteint pas, on continue de travailler. S'il atteint, on passe à la phase testing. C'est-à-dire là, c'est 200 heures de banc à fond, au régime de puissance max. D'accord. 200 heures de banc. Quand il passe le test, ça fait mal au cœur. Quand tu aimes la mécanique, que tu es présent au banc, 10 minutes, tout est rouge, tout parce est... que, remettons ça à l'échelle, on est presque à 10 jours. Hein. Oui. C'est de la folie, quoi. Oui. Tout est rouge, ça hurle. Tu restes 10 minutes et quand tu sais que ça dure 200 heures, c'est-à-dire que tout est programmé, il y a des capteurs partout. S'il y a une casse qui arrive à 65 heures, il voit qu'à 64h30, il y a un point de chauffe à tel endroit sur ce capteur-là. La casse peut venir d'ici. D'accord. Je dis n'importe quoi, arbre-à-cam. Oui, bien sûr. Voilà. Et on redessine un autre arbre-à-cam, si c'est l'arbre-à-cam par exemple. Et on recommence. Et on recommence à zéro. Et tu repars pour 200 heures. Donc ça dure, ça peut durer longtemps. Ça peut durer un an et demi sur la mise au point de ça. D'accord. Quand les 200 heures sont passées, on fait le minimum de 25 000 km sur la route. Donc là, ils ont des essayeurs. Il y a en général 3 pré-séries qui sont fabriquées. On est toujours en Asie, là. On est toujours en Asie. Eux, ils s'occupent du test fiabilité longue durée. Nous, on s'occupe de tout ce qui est réglage et performance. Setting. Voilà, setting. D'accord. Nous, avec notre connaissance des réglages moto, eux, avec leur côté industriel, où eux, ils sont là pour donner la fiabilité du moteur. Et là, on arrive à une phase de validation, en fait. On arrive, donc quand tout ça est validé, ils fabriquent une pré-série de motos. Là, cette pré-série de motos, par avion, on la reçoit. Et là, on refait notre testing, ce que je viens de te dire, performance, réglage. D'accord. C'est seulement à ce moment-là qu'on va lancer les séries. Et à ce moment-là, il y a encore du travail. Hein. Nous, performance, réglage, pour te dire, ça a commencé, on a mis 6-8 mois à peu près, pour trouver les bons réglages qu'on voulait. Et avec beaucoup d'échanges, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais quasiment. Et quelques présentations aussi, Salon de Lyon, on l'a vu au Salon de Bruxelles, ici chez nous. Tu as et là, vous attendez du retour, en fait, de vos apportateurs, mais aussi du public. Du public, de vous. Bien sûr. On nous dit, cette poignée-là, elle est mauvaise, on n'aime pas le design, on n'aime pas le toucher, on n'aime pas sa couleur, on n'aime pas... On fait évoluer. Et c'est là qu'en fait, bon, nous, on est dans le métier depuis un certain temps, donc on essaye des matchs depuis un certain temps, et on constate avec bonheur qu'en fait, ces machines parviennent à garder une accessibilité de prix assez étonnante. On le rappelle, ici, on est à 5 899 € pour la machine de cet essai aujourd'hui. C'est quand même vachement étonnant, avec un niveau de qualité qui monte. Alors on se dit toujours, si le niveau de qualité monte, on a des exigences qui montent, des coûts qui montent, et donc le prix aussi. Ici, vous parvenez à garder cet équilibre de moto accessible en fait au grand public, avec ici une finition, je l'avais déjà trouvé en hausse l'an dernier sur la Dirt, mais ici sur la X-Ride, je trouve qu'on est quand même encore un cran au-dessus, et on est selon votre appellation, et je valide sur en fait MASH 2.0. Je suis très heureux de t'entendre dire. Ça a vraiment été notre guideline dans le cahier des charges. Monter en qualité, mais tu as raison, c'est toujours la problématique de monter en qualité, mais de monter irraisonnablement en qualité pour arriver à des prix qui ne seront plus en adéquation avec la clientèle ou avec le marché. Parce qu'il y a des concurrents sur le marché aujourd'hui, entre 6 000 et 7 000 € TTC. Il y a du choix. Il y a du choix, il y a une belle concurrence, il y a des multicylindres. Mais là, on a vraiment voulu rester sur cette gamme monocylindre qui nous a tant fait rêver et tant transporté tous
dans notre jeunesse. Évidemment. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait à mes spectateurs, c'est que moi j'ai connu évidemment le gros mono. Oui. J'ai connu cette joie de rouler simplement en fait. Simplement. Et là, on est retour à l'essentiel. Et je ne fais qu'une chose, les jeunes, essayez ce genre de bécane. Vous allez retrouver quelque chose qui est l'essence même de la moto, l'essence même de la liberté. On n'est pas noyé dans de l'électronique. Oui. MASH 2.0, c'est à essayer les gars. Merci beaucoup de Merci, m'avoir Thierry. éclairci Super. sur la naissance d'une MASH. Ouais. Et on se reverra, j'imagine, très bientôt. Oh oui, oui, avec plaisir. Au revoir. Salut. Dis-moi Jérémy, il a vraiment le droit de faire ça? Eh bien oui. Il faut savoir que la Belgique est l'un des pays les plus embouteillés d'Europe. Il a été estimé que si 10% des automobilistes passaient à la moto, environ 40% des bouchons seraient résorbés. La Belgique par contre est le seul pays à autoriser les motards à remonter les fils. Bien entendu, cela se fait avec des règles. Thierry, tu nous expliques tout ça ? Eh bien oui Arnaud, nous les motards, nous pouvons circuler entre les deux bandes les plus rapides, celle le plus à gauche, à maximum 50 km/h et avec une différence entre les motos et les voitures de maximum 20 km/h. Donc, si le trafic est à l'arrêt, on est limité à 20 km/h. Et si les voitures roulent à plus de 50 km/h, la remontée des fils n'est plus permise. En plus de cela, on doit toujours rouler avec nos phares allumés afin d'être bien vu. Oui, ok, je comprends mieux. Le plus important, c'est donc de bien anticiper et d'être vu. Tiens d'ailleurs, j'ai entendu qu'on allait mettre en place un corridor d'urgence dans les bouchons. C'est tout bon pour nous, ça, non? En effet, à partir du 1er octobre 2020, sera mis en place le fameux couloir de sécurité, norme européenne. En cas d'embouteillage, il faudra donc laisser un couloir de 3 mètres entre les deux bandes rapides. Ce sont les bandes que nous utilisons, nous, motards, pour remonter les fils. Mais qu'en est-il de l'utilisation de ce couloir pour les motos? Eh bien, nous pourrons l'utiliser tout en respectant les mêmes règles que celles déjà en vigueur dans la remontée des fils. Par contre, si un véhicule d'urgence se présente derrière nous, il faudra bien entendu lui céder le passage. Bon, maintenant que vous le savez, bonne route et prudence dans les bouchons. Jeroen, bonjour. Bonjour Thierry. Tu vas bien? Oui, très bien. Tu n'es pas un inconnu dans l'émission puisqu'on t'a déjà vu, mais pour rappel, tu es le porte-parole de BMW Belux. C'est par toi que passent les bonnes nouvelles. Tout à fait. Merci Thierry d'être venu cette fois-ci nous voir ici dans nos bureaux à Bornem. Donc, oui, écoute, merci de l'accueil et puis du décor surtout. On a fait ça tout spécialement pour vous. Donc merci d'être venu. Super. Bon, écoute, malgré tout, il faut quand même un peu parler de cette année un peu particulière. C'est une année difficile qu'on traverse tous de différentes manières, mais c'est la même chose pour tout le monde. Malgré tout, on en a déjà parlé avec Christian Lambert tout à l'heure, les ventes se portent plutôt bien et les ventes de l'AGS se portent encore mieux puisque, on le rappelle encore une fois, l'AGS est numéro 1 des ventes ici en Belgique et le numéro 2 des ventes c'est l'AGS Adventure. Donc bravo, c'est une moto dont le succès est incroyable depuis 40 ans parce que l'AGS a 40 ans aujourd'hui, 1 200 000 GS vendus dans le monde. Quel success story incroyable. Tout à fait, hein. Donc un anniversaire qu'on fête avec une édition spéciale que vous allez voir avec des logos, des accessoires très exclusifs à l'occasion de cet anniversaire magnifique. En effet, et c'est comme tu le dis, hein, Thierry, donc nous pensons vraiment que le succès de la GS, c'est le fait que tout au début, il y a 40 ans, c'était une moto de base comme on en garde toujours, parce qu'on les aime toujours, mais c'était une moto de base pour faire le off-road, pour faire le Paris-Dakar. Et au fil des années, une GS est devenue de plus en plus maniable, plus confortable, et maintenant elle est devenue, si je peux me permettre, c'est devenu notre couteau suisse. C'est le couteau suisse de notre gamme. Oui. Une GS, on peut faire tout avec. La plupart des clients GS ne sont pas forcément des motards qui font beaucoup de off-road. Non. Mais c'est des motards all-round. On peut faire la navette au boulot, mais en même temps,
on peut faire un voyage au Sénégal avec. Exactement. C'est ça la GS, cette dualité qui incarne cette moto. Tout à fait. Parce que beaucoup de motards ne sont pas des aventuriers, mais ils aiment ce look qui est là à côté de moi. Alors forcément, quand on voit cette machine, on se dit que la GS, elle a pris de l'embonpoint et que c'est devenu une moto routière. Il faut signaler qu'il existe chez vous un training ou un training off-road où on peut apprendre à se servir de cette moto en tout terrain, et cette moto a vraiment des capacités en tout terrain énormes. Bon, il faut franchir le pas, il faut y aller, c'est une moto qui a un certain poids, donc il faut apprendre comme dans beaucoup de choses. Personnellement, je dois bien avouer que moi, je roule en GS depuis 13 ans. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai fait beaucoup de choses en GS. Je suis parti au Maroc à 2 chargés sur les pistes. Alors, beaucoup ont des détracteurs, des gens qui disent « Oui, mais des GS, le dimanche, on voit que ça. » Oui, il y a peut-être une raison. On ne peut pas s'imaginer la meilleure publicité que le fait que Thierry Dricot roule en GS. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, la meilleure publicité, c'est de voir les routes le dimanche avec autant de motos. Alors, il y en a beaucoup qui sont un peu des gens qui n'aiment pas faire comme les autres, qui disent « Moi, je ne roule pas en GS parce que tout le monde en a. » Oui, peut-être. Mais en attendant, ça reste quand même une sacrée machine. Elle a évolué d'un petit modèle de niche à un vrai evergreen dans la gamme. Exactement. Et le succès ne se dément pas parce que d'année en année, cette moto est en tête des ventes. Je ne pourrais pas dire moi depuis combien d'années c'est la meilleure vente, mais quand on a vendu 1 200 000 motos d'un même modèle, d'une même appellation en 40 ans, on peut vraiment appeler ça une success story. Écoute, j'ai réuni des propriétaires de GS, de générations différentes. On s'est vu dans un contexte très amical, autour d'un pain saucisse. On a discuté de nos expériences et je trouvais intéressant de mélanger des gens qui ont des GS depuis plus de 20 ans avec le modèle actuel. Je te propose de découvrir un sujet, pourquoi acheter une GS ? Denis, 1200 Adventure 2017. Nick Mailly, 1200 2015. Xavier, 1200 2007. Damien, 1150 2003. Bon, on n'est pas bien là, les gars. Pour souhaiter l'anniversaire des bécanes qui sont là derrière, des petites. Ça fait 40 ans qu'elles inondent les routes. En fait, on a un peu toutes les générations là. La plus ancienne, c'est la tienne, Damien. C'est la mienne, oui. 2003. Combien de kilomètres? 81 000. Tu l'as eu neuf? Oui. Premier propriétaire. Donc en fait, ça fait 17 ans que c'est ta compagne. Ouais. Toujours fidèle. Toujours fidèle, pas de souci? Si. Il y en a eu un. Ouais. Soupape d'échappement cassé. À 38 000. Ouais. Prise en charge. Total, alors que la moto n'était plus en garantie. Donc là, chapeau. Ouais. C'est quoi ton utilisation de la moto? Balade exclusivement. D'accord. Ouais. Solo. Balade solo. Tu as eu la possibilité de faire un petit tour sur une 1250. Toi, évidemment, c'est toi qui prends le plus le choc générationnel. Ouais, ça, avec des motos qui ont 20 ans de conception d'écart, pratiquement. Alors, avec premières impressions?
Ben, waouh. Waouh. Tout. Freinage, accélération, confort. Oui, aussi. Ah ouais, c'est un monde. Franchement, un monde. Par contre, j'ai l'impression d'être... Je suis mieux assis, Oui. mais j'ai l'impression d'avoir une moto plus petite. La D'accord. 1250 me paraît plus petite. Je suis plus en avant sur le tableau de bord, que la mienne est beaucoup plus reculée. Mais non, c'est... J'ai remarqué d'une manière générale qu'en fait les BM maintenant sont livrés avec souvent le guidon un peu trop, Ouais. trop vers le réservoir. Ouais. C'est bien de Ouais. régler sa moto comme on a envie de l'avoir. Bien Évidemment, sûr. ça c'est vraiment quelque chose que pas grand monde ne fait. Tout le monde se dit elle est réglée d'usine, elle est bien réglée. Non, il faut vraiment la régler pour soi. Les sélecteurs, on peut aussi les changer de place pour vraiment avoir une moto qui correspond à sa physionomie. Donc une 2003. À côté, on a une 2007. 2007, ça c'est la tienne. Ouais. Alors, moi je la connais bien parce que j'en ai une pendant des années, Mhm. 2007. Et c'était vraiment une moto formidable avec laquelle j'ai fait des voyages et des tours vraiment extraordinaires. Et tu as combien de kilomètres? 38 000. Donc c'est une moto qui n'a pas beaucoup roulé. Non. C'est l'occasion qu'a fait le larron. J'ai pu avoir cette moto-là parce que voilà, pour différentes circonstances. Puis je suis vraiment conquis de cette machine. Sur 2 mois de temps, on a fait 7000 km. Et Ah oui. C'est plus que conquis ça. Ouais, mais on a roulé avec mon épouse. Et la 1250? Première impression, j'ai l'impression que c'est une moto qui est plus courte. Position de conduite. Donc tu rejoins le... Oui, tout à fait. Plus courte. La direction me semble plus légère. C'est un peu plus facile à manier. La boîte, extraordinaire. Le fait de ne pas devoir embrayer. Quand on monte les vitesses, ça a vraiment une impression, on ne coupe pas les gaz. Donc là, on peut vraiment défiler toutes les vitesses. J'ai presque l'impression qu'il manque des vitesses à la boîte. Il y aurait une 7e, que ça me ferait plaisir. J'ai envie d'encore passer une quand je suis en 6e. Et il n'y a pas besoin de monter haut dans les tours. On a même ça à un régime normal, de roulage normal. Et il y aurait une 7e qu'on apprécierait. Par contre, c'est un peu violent dans le sens où on rétrograde et où on n'embraye pas. Ben, là, c'est plus violent qu'à la montée, j'ai l'impression. Et maintenant, voilà, le fait de poigner dedans... Mais d'une manière générale, je trouve que les quick shifters, à la descente, si ça devient amusant quand on commence à rouler de manière un peu sportive. Ouais. Mais en mode balade, t'as le temps. T'as le temps puisque tu coupes les gaz, t'as le temps de débrayer. Et je trouve que mécaniquement, c'est moins agressif. Mais bon, c'est mon avis. Maintenant, je ne sais pas, on pourra peut-être dans 20 ans se repositionner ici avec une 1250 qui aura pris de l'âge. Ouais. Est-ce que la boîte aura résisté comme une 2003 on n'en sait rien. Ça, c'est l'expérience qui nous le dira, quoi. Maintenant, Shifter existe depuis quelques années, notamment sur la tienne, sur la 2017 qui est là. Bon, toi, tu as essayé même dans les Alpes cette moto, hein, si mes souvenirs sont bons. Ah oui, alors, donc, quand on était parti dans les Alpes, on avait pu la comparer à la KTM, la Ducati et la Triumph, si je me rappelle. Et c'est vrai que c'était une moto qui m'avait fait une chouette impression parce que c'est vraiment agréable à piloter, quoi. Ouais. Bon, c'est vrai que celle-là, elle est grosse, mais quand on est dessus, c'est vraiment agréable. On oublie vite le gabarit. Hein. Oui, on oublie vite le gabarit. Bon, maintenant, une fois que tu rentres en ville, là, le gabarit, tu te rappelles, il vient très vite, mais sur les routes des Grandes Alpes, c'était un vrai bonheur, quoi. Non, ça, c'est vrai. Ouais, parce que ça allie quand même confort, performance. Ah ouais. Tout. Protection. Ouais. Au niveau puissance, par rapport à la plus vieille et puis à la plus récente. Mais écoute, celle de Damien fait 80 chevaux, si je me souviens. 85. 85, excuse-moi de l'affront. Pas de souci. La tienne fait 105 chevaux. Ouais. La 2014 dont on va parler, qui est celle de Nick, et la 2017 font 125 chevaux. Et la nouvelle fait 136, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Tout à fait. Donc évidemment, Damien passe de 85 à 136, donc ça fait 50 chevaux. 50 chevaux. Il gagne plus de 50% de puissance, donc forcément le choc, le ressenti est beaucoup plus gros que sur les autres modèles. Toi, Nick, la tienne, c'est une 2014. Oui. Qui a combien de kilomètres? Maintenant, elle a 17 000. Ouais.
Alors la tienne, elle a quelques aménagements, quelques kits. Elle est un peu différente parce que le propriétaire précédent l'avait un peu customisée. Mais c'était une moto, je pense, qui était vendue sur le marché allemand. Et toi, en fait, tu as une bonne expérience de la moto. Tu as fait de la compétition plutôt tout-terrain, du car cross. Donc la moto, tu connais. Et puis la GS, tu trouves ça quand même vachement efficace. Oui. Moi, il ne fallait pas me parler de GS ni de BM. Parce que j'avais un a priori, je trouvais que bon, ça ne m'attirait pas, quoi. Depuis alors, j'ai des copains qui m'en ont prêté une. J'étais vachement impressionné. Et puis bon, j'ai essayé plusieurs motos. J'ai réessayé une BM. J'ai dit ça, c'est le bon compromis, c'est ce qui me convient. Ouais. En plus, c'est une moto. Moi, avec ma femme, on fait du duo, etc. C'est l'idéal, parfait, ouais. C'est parfait. Et puis, bon, voilà, elle a des qualités routières. Il disait qu'en ville, c'était compliqué. Moi, je trouve que c'est une moto, vu le gabarit quand même de la moto, qui est super maniable. Oui, tout à fait. Bon, on n'est Quand pas, t'es dessus, sur un scooter, on est bien d'accord. Oui. Mais même, c'est pas compliqué à conduire. Hein. Voilà. Mais non, c'est une moto, il y a des petits défauts. Hein. Voilà, moi ce qui m'ennuie, c'est les bruits parasites du moteur. Oui, Ça, à partir du modèle refroidissement liquide. C'est quelque chose qui... Ouais, le haut moteur est bruyant. En tant que mécanicien, ça me fait parfois mal d'entendre ces bruits parasites. Quoi. Ouais. Mais sinon, bon... Un des gros avantages évidemment aussi de ces motos-là, c'est, on va le voir, on va le détailler un petit peu, mais c'est la manière dont ça reste en bon état. C'est impressionnant de voir l'état de ta moto, Damien, qui a 17 ans, de voir l'état de la visserie, la boulonnerie, ça ne rouille pas. Les métaux restent, les carters moteurs, ben, c'est pas des carters qui se piquent, c'est pas des carters qui commencent à avoir des cloches de peinture. Voilà, c'est des motos qui restent vraiment d'une présentation exceptionnelle, même après beaucoup d'années de route. C'est la même chose sur ta 2007. Ouais. Bon, les autres sont évidemment beaucoup plus récentes, mais enfin, il y a certaines marques moto qui vieillissent évidemment beaucoup plus mal. Moi, je pense aussi que le fait qu'elle donne du plaisir au pilotage et à la balade, on doit aussi lui donner le respect de la moto. Donc, elle nous amuse quand on sort. C'est intéressant. Je pense qu'on doit aussi s'en occuper. Et on a une certaine fierté à maintenir ces motos-là dans un bel état. Bon état, oui. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant parce qu'on se balade, elle nous balade bien, elle nous donne du plaisir. De l'autre côté, ben, on les entretient. Ouais, c'est une moto qu'on a envie d'entretenir. Il y a peut-être des motos qui sont plus faciles, qui démarrent directement, et d'autres pour ne pas rentrer dans des marques ou dans des... Parce que certains détracteurs, en fait, disent bah, tout le monde en a, moi j'en veux pas. Ouais. Alors, oui, d'accord, je peux admettre la remarque, mais quand on analyse vraiment les qualités de la moto, c'est un peu un couteau suisse une GS. Hein. Ça marche, ça peut faire beaucoup de choses bien. En fait, voilà. Donc on peut se retrouver dans plein de situations. C'est pas pour rien qu'en fait c'est la moto la plus vendue en Belgique. La moto la plus vendue en Belgique, c'est la 1200 Adventure. La 1200, pardon. Donc la moto la plus vendue en Belgique, c'est la 1200. La deuxième, c'est la 1200 Adventure. Et le troisième véhicule, la troisième deux roues, c'est un scooter. Donc dans le tiers septet, BM rafle tout. Il y a même eu des années où la numéro 3, c'était la RT. En termes d'immatriculation. Depuis 40 ans, ils ont vendu 1 200 000 GS. Ouais. Mais je pense aussi que la GS... Donc beaucoup roulent toujours. BMW, moto pour personnes cinquantaine, soixantaine, c'était la moto un peu du pensionné qui voulait se promener. Et la GS a amené et a rajeuni. Un goût de jeune. Oui. Et maintenant, on trouve vraiment des gars qui ont dans la vingtaine, la trentaine, qui roulent en GS. Et je pense qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas ça non plus. Absolument. Donc là, ça a amené quelque chose. Et le fait de revisiter la GS depuis autant d'années et de la moderniser, entre guillemets, a amené une autre clientèle qui n'existait pas chez BMW avant. Peut-être qu'il les vend. La GS, moi je me rappelle à l'époque, quand j'ai acheté ma première GS, c'était en 2007. J'ai pas peur de dire, j'ai acheté une GS. On était en 2007. Et avant, j'avais une K1200R. Le premier 4 cylindres sportif que BM avait fait. Ça faisait 160 chevaux. Je ne l'ai pas gardé longtemps parce que je trouvais que je roulais beaucoup trop vite avec ça. Et je me suis dit, je vais m'acheter une GS pour me calmer. Et c'est là que j'ai fait une erreur. Parce qu'en fait, on ne se calme pas du tout.
C'est tellement efficace. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'elle garde toujours son assiette avec cette suspension spéciale. Quand tu arrives avec une autre moto au freinage que tu roules un peu fort, tu viens, elle plonge toujours. Ici, tu viens, au départ, tu t'attends aussi, parce que elle reste, elle garde son assiette. Ouais. Et ça, c'est génial. Ça fait partie des défauts aussi, hein, que certains autres motards n'aiment pas. Ça reste droit, c'est bizarre comme pilotage, mais c'est vachement efficace. Et surtout, ça pardonne beaucoup d'erreurs. Exactement, ouais. Parce qu'ils ont cherché sur les motos de vitesse pure et tout ça, un système justement pour ne pas mettre que sur la fourche des anti-plongeons. Et, non, ça donne une impression vraiment rassurante. Hein. Tu viens, tu mets même très vite. Ça parce que la moto, elle reste, elle ne change pas d'angle de chasse, etc. Parce que aussi, quand ça plonge, c'est différent. Donc ça influence beaucoup la tenue de route. Ici, elle reste, passe, parfait. Hein. Le freinage est vraiment très efficace sur ces motos-là. Par rapport aux autres machines. Et un peu dans les tutos et dans ce qu'on pouvait lire quand j'ai regardé pour la GS, tous les journalistes de l'époque qui l'avaient essayé, du moins sur ce modèle-là, disaient le freinage est vraiment impressionnant. Et maintenant on arrive à des phases de freinage sur toutes les motos c'est bon, on est pas mal partout, mais c'est vrai que c'est un des avantages de cette moto-là aussi. Alors il y a vraiment un avantage parce que ça coûte cher. Voilà, maintenant ça coûte cher. Ça coûte une série comme la 1250 qui est là, qui est fournie avec ses valises, qui est full option, on est à 24 ou 25 000 euros, donc ça fait de l'argent. Okay. L'Adventure noire qui est à côté, c'est pareil. On est dans ces prix-là. Tu te souviens combien tu aurais payé la tienne? 13 500. Sans option. D'accord. Parce que je n'en voulais pas. Eh bien, moi ce matin, je suis allé sur deuxième-main.be. J'aurais pu aller sur un autre site, peu importe. Et je suis allé voir un peu les annonces d'une 2003, une 1150. Écoute, on en trouve à 6 000 euros. Les gars qui sont, à mon avis, un peu optimistes. On en trouve à 3 000 euros. Je crois qu'on est entre 4 et 5 000 euros. C'est quand même le prix auquel cette moto se négocie encore. Donc si on enlève ça, même, allez, on va dire 4 000 euros pour prendre une moyenne aux 13 500 que tu as payé, tu as roulé pour 9 500 euros en 17 ans. Ça fait pas beaucoup d'argent, hein? Non. Ça fait pas beaucoup d'argent. Une 2007, comme la tienne, on est, en fonction de l'état du kilométrage, entre 5 et 7 000 euros. Ça reste quand même de l'argent. 5 ou 7 000 euros, ça fait quand même un certain budget sur des motos qui ont une quinzaine d'années pratiquement, tu vois. On en revient à de la discussion de la qualité de la visserie, des matériaux utilisés et du fait que les gens les entretiennent. C'est que tout compte fait, avec des motos qui ont peut-être 25 ou 30 000 km, qu'on trouve à 4-5 000 euros, on peut encore en faire autant. Et si on divise, ça reste pas des motos chères. Exactement. In fine. Absolument. C'est à ça que je voulais en dire. C'est qu'en fait, ces motos ne sont pas si chères que ça. On en a pour son argent. Donc, oui, tu peux essayer de trouver une autre à 8-9 nouveaux, mais ça reste quand même la GS, la moto, et pour des 4-5 000 euros, on peut encore rouler beaucoup avec quelque chose de qualité. Exactement, tout à fait. Avec quelque chose qui roule encore très bien et qui n'a pas à rougir des motos actuelles, même sur des productions qui ont 10 ou 15 ans de plus. Donc voilà, même la 2014, la tienne, il faut 10-12 000 euros quand même. Moi, je ne parlerai pas du prix de la mienne parce que ma femme peut écouter l'émission, donc je n'ai pas envie de savoir combien je l'ai payé. Ah oui, on n'avait pas pensé à ça. Pour vous, ça ne pose pas de problème. Ok. D'accord, le chien non plus, il ne dit rien. Non, il ne dit rien. D'accord. Donc les gars, si vous deviez changer de moto, est-ce que vous iriez toujours vers une GS? Personnellement, oui. Parce que moi, mon gabarit ne me permet pas de rouler avec beaucoup d'autres motos. Moto à chaîne, personnellement, j'en veux plus. Et puis, ça aussi, on n'en a pas parlé. Donc voilà, le cardan. Je tiens quand même à préciser une chose sur ma BM, ce qui est très rare, je tiens à dire, batterie d'origine toujours. J'ai jamais changé. Ce qui est rare sur une GS, parce qu'en général, une GS actuelle, 2-3 ans, ça, c'est une batterie. Pas d'électronique. Donc, à part la petite horloge, qu'est-ce qui pompe? Tu mets un chargeur quand tu... Maintenant, oui. Mais là, elle vient de rester 15 jours sans chargeur. C'est exceptionnel. Démarrer au cas. Franchement, oui. Parce que c'est déjà une batterie au gel. La 2007, c'était pareil, mais je dois avouer que, et celle-là aussi, je rentre dans le garage et
Oui, maintenant je la charge. Il y a le chargeur sur... et la 2007 aussi, j'ai jamais eu de problème de batterie, mais elle a toujours eu un chargeur intelligent qui était branché dessus. Ouais, ça c'est sûr et certain. Surtout toi pour aussi, l'hiver, tu prendrais une GS? Il y a des belles motos sur le marché que je regarde ou sur lesquelles je me renseigne, mais pour l'instant la GS, coquille, et je reprendrai une. Même si parfois, il y a l'œil qui va un peu vers la gauche ou vers la droite, mais le compromis, parce qu'on fait beaucoup de duos aussi comme Nick, ça correspond aussi à mon épouse qui trouve aussi un certain plaisir à venir faire des balades, ce qui n'est pas toujours gagné quand on achète une moto, d'avoir sa compagne avec ou c'est agressif, ou c'est trop haut, ou c'est trop dur. Et ici, elle y trouve aussi... donc, c'est une moto pour le duo aussi. Ouais, c'est une moto qui est faite... Toi, j'en parle pas, Denis, t'es vacciné BM, toi, ouais. Oui, tout à fait. Mais bon, voilà, moi je trouve que de toute façon, tu parlais de la transmission, et bon, tout le monde le sait, où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Ouf. Joli. Ouais, joli. On va manger, les gars. Ouais. Moto Kaiser, c'est plus de 500 motos et quads neufs en stock. Plus de 100 motos d'occasion. Nous sommes aussi les seuls à vous offrir 50 garanties sur tous les véhicules neufs. C'est aussi un service de location et d'essai de toutes marques. En rayon, c'est plus de 10 000 casques de toutes les marques. Des milliers d'équipements hommes, dames et enfants. C'est un but de balade le week-end. Ça me permet de voir les nouveautés. Tous les dimanches, c'est Moto Kaiser. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. Jeroen, la gamme BMW ne s'arrête pas heureusement à la GS. Il y a quand même une gamme très étendue dans la marque. Quelles sont les nouveautés 2020 et est-ce qu'on peut déjà parler un peu de 2021? Oui, tout à fait. Donc on a commencé l'année avec le lancement des modèles 900 qui sont devenus très populaires. On a gagné un très beau part de marché avec. C'est comme tu le dis, on a une gamme vraiment très étendue pour le moment. Il y a un peu de tout, également pour les motards plus sportifs. Oui. Je peux déjà dévoiler qu'on va bientôt annoncer une version très spéciale de notre réputé S1000RR. D'accord. Notamment la M1000RR. Le M évidemment chez BMW. La marque. Bien sûr. Ils savent que le M, ça veut dire, c'est la M de Motorsport. Exact. Donc il s'agira d'une version encore plus sportive, décorée M, couleur M de la fameuse S1000RR. D'accord. Disponibilité de cette moto? Disponibilité très bientôt. D'accord. Très limité, très exclusif. D'accord, forcément, j'imagine. Mais très très haute performance. Il faut quand même souligner que l'image de BMW, depuis très longtemps, était une image un peu, excuse-moi du terme, mais un peu poussiéreuse. Et depuis quelques années maintenant, BMW a voulu un petit peu secouer le tapis et donner une image dynamique de sa marque et de ses machines. Et quand la S1000RR est arrivée sur le marché, elle a étonné tout le monde parce qu'en fait les Japonais croyaient qu'ils étaient les meilleurs en super sport. Et puis cette moto est arrivée. Je crois que l'année de sa sortie, elle avait raflé pas mal de choses au niveau course et au niveau endurance. Et elle continue son évolution pour le moment. Donc BMW n'est plus du tout quelque chose d'ancien et de, entre guillemets, pépère. Parce que ceux qui ont eu la chance de rouler sur une S1000RR, je vous jure que ça, c'est pas pépère. Et je suis content que tu le constates également. Et je peux encore ajouter que
pas tout le monde le sait, mais il y a derrière le team d'usine BMW Motorsport, dans les championnats mondiaux d'endurance. Il y a un team belge derrière, hein, le team de l'ex-coureur Werner Damen à Zonhoven, qui prépare la moto de course pour le team d'usine de BMW Motorsport. Que j'ai eu la chance de rencontrer il y a une petite année dans ces installations. Et c'est très très impressionnant de voir la manière dont ces motos sont préparées. Et lui, évidemment, c'est un grand spécialiste et un excellent compétiteur. Oui, on est fiers d'avoir un Belge là derrière. Bien sûr, dans absolument. le team d'usine. Tout à fait. Bon, d'un côté, compétition haute performance. Le lifestyle, on en a déjà un peu parlé avec la R18. Mais il n'y a pas que la R18 qui donne un peu du lifestyle, il y a toute la gamme 90. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le heritage, la gamme heritage, un peu vintage. Heritage de ça. Tout à fait, mais ça reste, je pense, les jeunes qui découvrent maintenant la moto sont souvent très charmés par l'aspect vintage, l'aspect heritage, un peu le fameux moteur bicylindre boxer BMW qui reste quand même très spécifique pour la marque. Oui, et qui est une sorte de signature. Voilà. Et donc le côté vintage, évidemment, a intéressé beaucoup d'autres marques. Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec Christian Lambert, le fait qu'on ne peut plus rouler très vite, c'est qu'il faut rouler sympa, il faut retrouver un peu cet aspect liberté de la moto, et puis il faut rouler beau. Et donc les équipements qui sont là, les motos sont travaillées pour être belles, mais d'autres marques l'ont fait aussi, comme par exemple Ducati avec sa gamme Scrambler. D'accord, Scrambler qui existe aussi en version 90. Je vous propose de découvrir la Ducati Scrambler 1100 Pro. Bon Arnaud, on a passé toute la journée ensemble à faire du kayak. On va voir tes exploits à l'écran. Écoute, j'ai essayé effectivement le fameux kayak de compétition de notre ami Maxime, et ça a été un moment mémorable. Oui, on s'en souviendra aussi très longtemps. C'était génial. Mais bon, moi au moins j'ai essayé. Oui, c'est vrai, tout à fait. Oui. Moi écoute, non. En fait, non. Mais non. Je comprends. Bon. C'est ça qui nous intéresse, c'est cette nouvelle Ducati Scrambler 1100 Pro qu'on a eu le plaisir de chevaucher pendant toute la journée aujourd'hui. En même temps, en fait, que celle qui est derrière, qui est la version normale. Différence, c'est quoi Donc je t'arrête, Pro et Pro Sport pour celle-ci. Voilà. Donc les deux versions sont Pro, mais celle-ci est Pro Sport. D'accord. Alors, ça se caractérise par des suspensions différentes. Et un guidon l'ergonomie globale est différente avec le guidon. Alors on pourrait s'attendre à quelque chose de plus sportif, d'un petit peu plus sur l'avant. Ben en fait non, je dois avouer que j'étais assez étonné. J'étais même limite
plus à l'aise sur celle-ci en fin de compte? Ah, écoute, moi c'est pas limite, je suis vraiment plus à l'aise sur celle-ci. J'aime beaucoup cette position de conduite. On est légèrement sur l'avant, mais c'est juste ce qu'il faut. On est un peu trop comme ça sur celle-là. Enfin, ça c'est mon avis. Tout ça, ce sont des réglages. Hein. On l'a déjà maintes fois expliqué dans l'émission. Une moto, ça se règle pour sa morphologie. Par contre, quelque chose, et là il n'y a pas photo entre les deux modèles, c'est la qualité de retour d'information et de suspension qu'on a au guidon de cette moto. On est ici dans la vallée de la Lesse. On est autour de la Meuse, on n'a pas pris que des bonnes routes. Non, c'est sûr. Et sincèrement, je suis étonné de la qualité d'amortissement de cette moto. Bah, écoute, je dirais qu'une fois de plus, Ducati propose toujours une version avec des suspensions Öhlins. C'est le cas ici avec un amortisseur et une fourche. Ouais. Donc de chez Öhlins. Et bon, c'est inévitable, c'est clairement plus rigoureux. C'est des suspensions de meilleure qualité qui sont calibrées de manière différente et c'est vrai qu'on a un regain de tenue de route par rapport à l'autre qui est enfin, quoique celle-ci n'est pas mauvaise pour autant, elle est beaucoup plus souple. Oui, c'est différent. Voilà. C'est un peu plus touristique, on va dire. Voilà. Tu vois, ici, on a un retour d'information, je trouve, du train avant assez fantastique. Ouais. Et cette moto met vraiment en confiance à partir du moment où on adopte des allures qui sont peut-être pas toujours celles qu'il faut adopter. Ça, c'est vraiment le Scrambler dans sa version initiale, le Scrambler comme on l'a connu depuis quelques années maintenant. Ouais. Ici, on est sur quelque chose de plus sportif. On a évidemment aussi deux prix différents. On est à 13 490 € pour celle-ci et 15 490 pour celle-là. Donc ça pique un peu quand même. Oui, bah écoute, oui, malheureusement. Peut-être le prix de l'exclusivité, mais quand même, ça pique un petit peu. Mais bon, voilà. Ce sont des motos qui sont évidemment bien finies, bien abouties. On connaît les modèles, le caractère moteur et le caractère d'une Ducati, c'est beau. Je suis quand même étonné, on a fait un peu plus de 200 km au guidon de cette moto sur la journée, sur des petites routes pas très confortables, et je suis assez étonné du confort de selle en fait. Moi je descends de cette moto et je suis vraiment hyper frais. Donc voilà, c'est pas une moto qui déborde électronique, elle en a un peu, elle a 3 modes de conduite, mais voilà, ça reste un scrambler, donc ça reste une moto accessible. Maintenant on est quand même sur un 1100 cm3, hein. Ça ne déborde pas de puissance, mais quand on ouvre... Il y a tout ce qu'il faut là où il faut, ça reste une moto agréable, souple, c'est une moto de balade, c'est pas une moto d'attaque, enfin je veux dire ça il faut pas... Ça se devine assez facilement, et en fait le moteur est vraiment tout à fait agréable, doux, souple, et donc malgré que ce soit un 1100, on est sur quelque chose de quand même relativement puissant. On parle de 86 chevaux. Oui. Mais ils sont bien là. Hein. Oui, ils sont là effectivement, mais voilà. Écoute, moi je réfléchissais à son guidon, tiens, à quoi est-ce que je pourrais la comparer ou la mettre en balance, et je pensais en fait à la 90 de chez BMW, la version Scrambler. On est un peu sur le même genre de moto, tu vois, avec un peu le même ressenti, la même perfection de fabrication et le même plaisir de rouler. Donc voilà, très chouette moto, on a pris beaucoup de plaisir à son guidon, et là maintenant, on a fait une journée là quand même, non? Oui, ça y est, on a fait une belle journée, on a quand même pas mal roulé, on a fait du kayak et c'était une journée on irait pas se boire une petite bière? Je crois que ça s'impose. Allez, on y va. RSM Moto, c'est votre spécialiste Kawasaki en région bruxelloise. Acheter votre Kawasaki chez RSM, c'est être certain du meilleur service de la région. Jeroen, récemment j'ai testé la gamme XR, la 900 notamment sur laquelle je suis assis ici. Des machines vraiment en performance étonnante, aussi bien la 1000 que la 900. Quand la 1000 est sortie à l'époque, je me souviens que je l'avais comparé à un video game. Parce que c'était le début des shifters et c'était vraiment ça, un video game cette moto. C'est toujours un video game, cette 1000 est juste incroyable, mais j'ai été très étonné par cette XR 900 avec le bicylindre. On est dans une autre gamme, mais vachement intéressant. Comment s'est passé l'accueil de ces motos auprès du public? On a reçu un feedback super positif, autant de la presse que du public. Parce qu'en quelques mois, en 9 mois, on a vraiment gagné. On a gagné du part de marché avec ce type de moto. Parce que c'était un segment dans lequel nous, en tant que BMW, on n'était pas trop bien positionné de façon idéale. Et là, on constate vraiment que c'était des motos que le marché a bien reçues, bien appréciées aussi. Je pense
grâce non seulement au fait que c'est des vrais BMW, on a la qualité, la valeur résiduelle, mais aussi à cause du prix, à partir de la F900 qui commence à partir de 12 000 euros. D'accord. C'est un prix quand même, si je peux me permettre, tout à fait raisonnable. Absolument. Et abordable. Ouais, et qui ça permet d'entrer dans la famille BMW. Absolument, et ça nous a permis de parler à un public un peu plus jeune. Et c'est très important. Très important. Parce que le public vieillit. Je sais quelque chose. Pour tout le marché. Mais les jeunes, c'est l'avenir. Et ces motos-là leur sont vraiment destinées. C'est de très bonnes motos. Aussi accessibles aux dames. Parce que je tiens à souligner que de plus en plus les dames roulent à moto. Et cette gamme-ci leur convient aussi parfaitement. Parce que c'est des motos efficaces, rapides, sécurisantes, mais accessibles. Et vraiment très all-round. Hein. Oui, absolument, oui, tout à fait. Et évidemment, dans cette gamme sport roadster, hein, on va l'appeler comme ça, vous n'êtes pas les seuls, tu viens de le souligner, il y a des marques, et les Japonais y sont depuis de nombreuses années, puisque finalement c'était un peu ça, la moto, le roadster, la moto un peu dépouillée, comme cette 600 cm3 qui est là derrière toi. On parle des CB 750 Honda, on parle des Kawasaki Z. Et bien justement, chez Kawasaki, la gamme Z est une gamme qui perdure depuis les années 70 et j'ai essayé la Z650 avec un côté un peu plus féminin et la Z900, elle un peu plus sportive. On va les découvrir ensemble. Bon Delphine, merci pour cet essai. Moi ça me fait plaisir d'accueillir des spectateurs ou des spectatrices évidemment pour essayer des motos qui sont des motos intéressantes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Toi en fait tu roules sur une Honda Hornet 600. Oui. C'est une moto de quelle année? Elle est de 2006 et c'est ma première moto parce que j'ai passé mon permis il y a 4 ou 5 ans. D'accord. Et tu te déplaces régulièrement en moto? Non, je fais environ 3-4 000 km par an. C'est pas mal. Il y a des trajets quoi? Plaisir, boulot? Plaisir, mais cette année surtout boulot. Bon, la différence flagrante évidemment entre les deux machines, c'est au niveau du moteur, puisque ta Hornet c'est une 4 cylindres, oui. Ici on est sur un bicylindre. Est-ce que rien que sur cette partie-là, quand tu t'es mise au guidon de cette moto, tu as un ressenti différent? Par rapport au moteur, oui, mais je ne m'y connais pas suffisamment pour vraiment analyser. Ça accélère bien, c'est Oui, souple. ça accélère très bien. Ça accélère mieux que ta Hornet? Oui, et... Ça accélère plus tôt à mon avis. Hein? Oui, mais la plus grosse différence, c'est au niveau de la souplesse, le changement de rapport, l'embrayage qui est super facile et oui. surtout la mienne, elle est fort rigide et d'accord, celle-ci beaucoup plus intuitive, beaucoup plus facile à mettre sur l'angle, à virer. Donc d'entrée de jeu déjà, quand tu t'es mise dessus, hauteur de selle parfaite pour toi? Oui, parce que c'est vrai que je réfléchis peut-être à changer parce que je trouve que la mienne n'est pas suffisamment souple et elle est un tout petit peu trop haute. Et donc pour manœuvrer, je suis sur la pointe des pieds alors que sur celle-ci, j'ai les pieds complètement à plat, ce qui est beaucoup plus simple. C'est très rassurant aussi quand il faut s'arrêter, mettre les pieds par terre, s'il y a un peu de gravier, on est posé sur le sol et c'est beaucoup plus stable, ça c'est sûr. Position de conduite? Parfaite, elle est un peu plus courte que la mienne, donc c'est plus confortable. Quand tu dis plus courte, ça veut dire quoi? La moto te semble plus courte ou le guidon? Non, la moto plus courte, donc j'ai moins les bras tendus. D'accord, ok. Ce qui est plus confortable. Oui. Le siège est très confortable aussi. D'accord. Oui, donc au niveau confort, parfait. Oui, parfait. Bon, comme ta Hornet, il n'y a pas de protection sur cette moto. Il n'y a pas de pare-brise. Bon, c'est un choix, on le sait dès le départ quand on prend une moto de ce type-là. Maintenant,
évidemment, il y a entre 15 et 20 ans de technologies qui ont évidemment évolué fameusement entre ta Hornet et cette machine, qui est dotée quand même de toutes les aides électroniques, qui a l'ABS évidemment, qui a un freinage qui à mon avis doit être beaucoup plus incisif que ta Hornet. Maintenant, ce qui compte évidemment, c'est la position sur la moto, la manière dont on sent, mais aussi le plaisir qu'on ressent quand on est à son guidon, quoi. Oui, c'est vraiment. Oui, j'ai vraiment aimé rouler avec celle-ci parce que justement, je trouve qu'elle est très rassurante au niveau des virages plus serrés. Puissance te suffit. Puissance me suffit. Le fait qu'il n'y ait pas de protection à l'avant, je suis habituée et de toute façon, moi, c'est pas pour faire de l'autoroute. En tout cas, pas des grandes distances, donc ça ne me gêne pas. Mais oui, c'est surtout c'est ça, cette facilité de tourner, les virages serrés, les demi-tours. Oui, c'est important. Et le poids aussi, elle est beaucoup plus légère. Et, voilà, rien que pour la sortir de mon garage, ce serait beaucoup plus simple. Voilà. Donc oui, le poids, c'est important aussi. On est là sur un avis qui est quand même largement positif. Oui. J'imagine qu'il y a peut-être des choses qui te plaisent un peu moins. Au niveau du look, moi j'aime bien le look un peu plus rétro, donc voilà, mais ça c'est un avis tout à fait subjectif. Exactement. Voilà, j'aime bien les phares ronds, donc c'est vraiment tout à fait un détail. Sinon, je trouve que oui, elle a une belle ligne, les flancs et l'arrière, je trouve ça très joli. Maintenant, il faut signaler quand même que cette moto existe dans différents coloris chez Kawasaki. Donc ceux qui ne sont pas pour le vert Kawa ou le côté un peu fluo, évidemment, il y a d'autres versions qui sont proposées, un peu peut-être plus sages en termes d'esthétique. Ou plus féminin peut-être, pour moi. Oui. Parce que Kawa a toujours une signature au niveau du design qui est assez, je vais dire, manga. Tu vois, c'est très coupé à la serpe, c'est très anguleux, c'est entre le manga et le transformer, tu vois. Mais bon, ça plaît évidemment beaucoup aussi à la nouvelle génération et évidemment, c'est un marché qui est important aussi pour les différentes marques. Bon, écoute Delphine, moi je suis enchanté d'avoir fait cet essai avec toi. On est voisins. Donc, je crois que je ferai de temps en temps appel à toi pour essayer d'autres machines, parce que je trouve très intéressant d'avoir l'avis d'une fille, d'avoir l'avis d'une relativement jeune conductrice. Quand je dis relativement jeune, c'est depuis le temps que tu as le permis. Hein, oui, bien sûr. Oui, merci. J'avais compris. Et donc, on va se revoir, parce que je trouve intéressant de partager comme ça les informations, parce que moi, je monte sur cette moto, et en fait, je lui trouve des qualités et des défauts qui en fait ne sont pas les tiens. Et je trouve ça intéressant parce que parfois on est un peu déformé, on est en général souvent sur des motos de plus grosse cylindrée, plus puissantes, et donc il faut un petit temps d'adaptation, et c'est toute la difficulté de se dire on va remettre les niveaux à zéro pour essayer de nouvelles motos. Delphine, merci. Je te laisse repartir sur ta Hornet 600, peut-être un jour sur une Kawa 650 ou sur une autre. Allez, à bientôt. Merci. Bon voilà, en fait moi j'ai trouvé très intéressant de faire participer un téléspectateur, et en l'occurrence ici une téléspectatrice, avec une expérience moyenne, avec une moto en fait qui est une moto qui conviendra, j'ai envie de dire, ma première vraie moto. Parce qu'en fait c'est vraiment ça, la 650 est une sorte de moto faite pour apprendre à rouler à moto. Elle est facile, elle est relativement basse, on n'est jamais dépassé par la puissance, mais tout est là pour fonctionner comme sur une vraie moto. Donc Delphine nous a un peu expliqué son ressenti et je vais dans son sens parce qu'en fait, voilà, cette moto répond à ce qu'on attend d'une moto de 7 cylindrées. C'est pas une grande routière, c'est pas une sportive, mais c'est une moto qui vous permet de faire du trajet quotidien de manière amusante et ensuite d'apprendre à rouler en moto et de prendre du plaisir en roulant. C'est toujours ce dénominateur commun qui revient, le plaisir de rouler. C'est une Kawasaki, c'est une vraie Kawa, donc ça veut dire que c'est sportif. Et quand on monte dans les tours, entre 7 et 9 000 tours, c'est vraiment là que le moteur s'exprime, c'est vraiment là qu'il explose un peu et c'est là qu'on s'amuse. La 650 n'est pas la seule représentante de cette longue lignée des Z qui existe depuis le milieu des années 70. Et en fait, la Z650 est évidemment au catalogue, mais il y a aussi la Z900. Alors en fait, la 650 faisait 68 chevaux, celle-ci en fait 125, 2 cylindres pour la 650, 4 cylindres pour la Z900. La Z900 est en fait la digne héritière
de la Z900, sortie en 1972, moto qui était venue combattre la détrônable CB750 de chez Honda, la grande guerre des 4 cylindres de l'époque. 4 cylindres, on les a gardés ici. On a gardé l'onctuosité du 4 cylindres avec évidemment 125 chevaux, donc il y a du répondant, parce qu'en fait c'est une moto sportive. On ne peut absolument pas le cacher quand on voit son caractère esthétique, quand on voit la manière dont cette moto est taillée à la serpe, comme sa petite sœur la Z650. En fait, on se dit que c'est une moto qui est un peu taillée pour l'arsouille. Et évidemment, le plaisir de conduire. Du plaisir de conduire, comme d'habitude, vous savez que c'est mon dénominateur commun. Eh bien, cette moto, elle en offre, parce qu'en fait, ce moteur est rond. Il accepte de prendre des tours. À ce moment-là, évidemment, il devient rageur, il se réveille. Mais le reste suit, en fait, parce qu'on est sur une partie cycle saine. On est avec un freinage au-delà de tout soupçon. On est sur une moto facile à mettre sur l'angle. Et en fait, on retrouve un peu les qualités dynamiques de la 650 sur cette 900. Évidemment, un ton plus haut, un ton plus vite et un ton plus sportif. Ça, c'est indéniable. Il faut souligner que cette Kawasaki Z900 est aussi disponible en permis A2. Et donc en permis A2, vous allez pouvoir acheter cette moto qui sera limitée à 35 kW, 48 chevaux, donc plus ou moins un tiers de sa puissance. Et cette moto va évoluer avec vous, parce que vous allez vous acclimater à la manière dont cette moto fonctionne. Et puis quand vous aurez le permis, vous pourrez passer chez votre concessionnaire qui vous la mettra en full power. Et vous allez évidemment rentrer dans un autre monde, mais vous aurez votre moto en main. Donc c'est bien, c'est une moto qui peut évoluer dans le temps avec vous. Et ça, c'est une très bonne chose que Kawasaki puisse permettre à ses gros cubes d'être homologués pour l'A2. Alors cette Z900 a bien évolué parce qu'en fait le modèle précédent avait eu un peu certains reproches en termes d'électronique embarquée, moto qui n'était pas dotée de grand chose en termes d'équipement électronique. Il faut savoir que maintenant en fait elle en est dotée. Donc elle est dotée évidemment du traction control, elle a différents modes de conduite entre le rain, le road et le race. On a aussi une quatrième fonction qui permet de paramétrer entièrement la moto comme on le désire. On a une connectivité Bluetooth, on a un écran TFT qui est d'une très très bonne visibilité, un éclairage 100% LED, voilà, donc 948 cm3, 125 chevaux, 212 kg avec les pleins faits. C'est une moto légère, c'est une moto accessible, mais quel moteur! Il faut reconnaître que les ingénieurs de chez Kawasaki sont vraiment doués pour faire des mécaniques qui sont d'une souplesse exemplaire. On descend à 40 km/h en 6e, on ouvre, il n'y a pas un à-coup, ça repart directement. En fait, la souplesse de ce moteur permet, sur les petites routes qui composent le paysage ardennais, par exemple, de se limiter à la 3e, 4e, voire 5e vitesse, pratiquement d'enchaîner une épingle à cheveux et ensuite une ligne droite en restant sur le même rapport. C'est d'un confort absolu. Ce moteur, en fait, a beaucoup d'allonge, il monte relativement haut dans les tours, ces 125 chevaux sont bien là, mais ils le sont d'une manière linéaire, donc on n'a pas une grosse impression de coup de pied au cul comme on pourrait avoir avec d'autres modèles, mais cette moto est vraiment très 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 efficace, très bien posée sur ses gros pneus et évidemment sur ses suspensions. Tout est à l'avenant en fait, cette moto est facile, elle est légère, elle est courte, elle est basse, donc accessible, 9 599 €. Qui dit mieux pour une 900 avec un 4 cylindres abouti qui va aussi bien, sincèrement, moi j'ai un peu du mal à répondre à cette question-là parce que je crois qu'à ce niveau, Kawasaki, ils sont imbattables. Donc voilà, moi j'ai bien aimé cette moto, comme la Z650, un ton plus bas, ici on est un ton plus haut. La Belgique reste un des pays les plus titrés en termes de motocross. Malheureusement, nos champions, qui deviennent un peu plus rares et pour cause, sont obligés de faire beaucoup de kilomètres pour aller s'entraîner parce que la majorité de nos circuits ferment. Dernièrement, vous l'avez peut-être vu sur vos comptes Facebook ou sur une certaine presse, le circuit de Lierneux, dans la province du Luxembourg, va probablement aussi devoir fermer. Alors on se pose la question, parce que les motos se vendent encore, où vont aller rouler nos jeunes? Où vont-ils s'entraîner? On a peut-être un début de réponse, on a peut-être un monde politique qui veut se mobiliser un peu pour la moto. Je vous propose de découvrir un petit reportage qui a été fait un peu sur le pouce au moment de la clôture de ce magazine et qui nous offre peut-être quelques pistes de réflexion ou de solutions pour continuer à former des graines de champions. Depuis de nombreuses années et encore maintenant, la Belgique reste le pays le plus titré en termes de motocross.
Et c'est non sans peine parce que nos champions doivent se déplacer à l'étranger maintenant pour s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de circuits sur le territoire belge, de circuits d'entraînement, de circuits de motocross ferment leurs portes parce que ça dérange, parce qu'il y a du bruit, parce que en fait il y a certaines poussées qui nous poussent à ne plus pratiquer les sports mécaniques. Néanmoins, il y a encore de jeunes espoirs et il faut les encourager à pratiquer le sport et le faire d'une façon encadrée. Je suis ici à Lierneux, terrain qui pose certains problèmes pour le moment, qui est fermé actuellement, qui ne dispose plus d'autorisation pour l'exploitation du site. Et je suis en compagnie de Philippe Courard. Monsieur Courard, bonjour. Bonjour. Vous avez pris la peine, et c'est très bien de le souligner, de prendre un peu à bras-le-corps ce problème. Pas spécialement le problème de Lierneux, mais d'une manière générale, ce qui se passe sur l'entraînement et la pratique du motocross ici en Belgique. Ben oui, je pense que la responsabilité d'un mandataire public, c'est d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse s'épanouir. Le motocross, on l'a déjà rappelé de multiples fois, est un sport de qualité, un sport qui est pratiqué par de nombreux jeunes, qui a ses lettres de noblesse. Nous avons eu énormément de champions du monde, de champions de toutes catégories. Et donc, je crois que le motocross doit trouver sa place ici en Wallonie. Alors c'est étonnant de voir qu'en Flandre, il y occupe une certaine place et qu'en Wallonie, dans une région plus rurale, je dirais, on ne trouve pas facilement de quoi le pratiquer. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Soit on continue à vendre des motos, on ne prévoit pas de terrain et on libère une pratique sauvage, ce qui n'est pas acceptable me semble-t-il, parce que ça fait des nuisances sonores, des pollutions, des problèmes de sécurité. Soit on définit toute une série de zones pour lesquelles on peut pratiquer dans de bonnes conditions, avec évidemment des règles à établir, le motocross. Et je suis favorable à cela. Donc moi je préconise que dans l'ensemble des provinces wallonnes, on détermine des terrains, avec les communes, avec je dirais les intercommunales qui peuvent peut-être prêter main forte, qu'on fasse une étude d'incidence qui soit prise en charge par les pouvoirs publics. Oui, c'est un peu le problème évidemment de ce qui se pose pour le moment, c'est ces fameuses études d'incidence qui d'abord coûtent très cher, et de un, et de deux, qui n'ont pas d'obligation de résultat. Ben voilà, vous demandez à une SBL ou une association de gens qui luttent au quotidien pour maintenir leur sport de faire des investissements colossaux, comme s'il s'agissait d'une usine chimique. On est peut-être même dans l'excès, dans l'exigence environnementale qui est demandée, même s'il faut mesurer certaines thématiques, bien entendu, c'est important, l'environnement est essentiel, bien sûr. Mais on doit peut-être faire ça de manière un peu plus modeste, ou en tout cas avec une prise en charge publique, parce que demander à une SBL d'aller supporter des coûts de 30-40 000 euros, et puis après de dire, wow, tout compte fait, ça fait comme un petit peu de bruit, quelques nuisances, donc on ne donne pas l'autorisation. C'est pas acceptable, c'est pas correct. Donc les pouvoirs publics doivent aussi jouer le jeu. On a un ministre de sport dans le cas des infrastructures, on a aussi un ministre de sport au niveau de la communauté française. Je crois que politiquement, les choses doivent être prises à bras le corps et que les gouvernements doivent trouver des formules et des solutions pour permettre la pratique adéquate du motocross. D'accord. Et effectivement, il y a des groupes de travail qui se réunissent pour le moment. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le futur sur l'évolution du dossier que vous allez prendre à bras le corps, sur l'évolution aussi des solutions, parce que les groupes de travail ne sont pas là pour se plaindre, mais trouver des solutions. Et je crois que c'est effectivement ensemble qu'on pourra trouver une voie dans laquelle tout le monde trouvera plus ou moins son bonheur, parce que c'est difficile de contenter tout le monde à 100%. Oui, tout à fait, c'est difficile de contenter tout le monde à 100%, mais je suis persuadé qu'avec des gens de bonne volonté en matière d'aménagement du territoire, d'environnement, avec des associations qui protègent l'environnement, je sais que Natagora prend ses responsabilités sur certains sites et trouve que des solutions peuvent être trouvées. Et donc je crois que avec de la volonté et un peu des moyens publics, on peut trouver des formules. En tout cas, pour moi, il me paraît inacceptable qu'on ne puisse pas pratiquer en Wallonie la moto de manière adéquate, avec des règles, comme je l'ai dit, qui protègent évidemment les riverains, qui protègent les citoyens, mais qui permettent aussi aux jeunes sportifs de pouvoir pratiquer leur sport favori. Merci de votre intervention, de vous être déplacé. Mais bon, aujourd'hui, on en profite, il fait magnifique. Le soleil magnifique. Et on aurait peut-être pu avoir une moto ou deux, mais ce n'était pas permis pour le moment, donc ce sera certainement pour une prochaine fois. Avec grand plaisir. À très bientôt, merci. Merci beaucoup, merci. Bonjour madame, vous venez de vous arrêter parce que vous nous avez vus au bord du circuit de Lierneux, au circuit de motocross. Vous êtes une habitante du coin et vous teniez à témoigner un petit peu, vous, de ce que vous vivez avec la cohabitation de ce circuit. C'est quoi pour vous les principaux inconvénients? Mais les principaux inconvénients pour moi et pour beaucoup, je crois quand même, c'est la poussière. D'accord. La poussière extrême quand il y a du soleil qui fait sec.
Comme cette année, par exemple. Comme cette année. L'inconvénient de ce site, c'est qu'il est sur une butte. Ah oui. Hein, pour bien faire, il faudrait qu'il soit... Ah oui, qu'il soit de l'autre côté. Est-ce que d'autres riverains constatent la même chose que vous en termes de poussière? Oui, oui, oui. Par exemple, tous les champs alentours, vraiment à côté, sont remplis de poussière. Et alors, on n'ose pas mettre ces bêtes. Ah, d'accord. Ah, oui, oui. Ouais. Il faut qu'on attende une averse pour que ça lave un peu l'herbe. Okay. Oui. On dit, tiens, les nuisances du motocross, c'est le bruit. Eh bien, en fait, vous nous dites que c'est pas tellement le bruit, mais plutôt la poussière. Oui. Donc c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Parce que, disons, ils ne sont pas là tous les jours. Ok. Voilà. Bah, écoutez, merci de vous être arrêté. Merci de vos éclaircissements parce que c'était très intéressant. Oui. On s'attendait plutôt à avoir des plaintes d'un autre niveau, mais donc c'est très très bien. Oui. Merci beaucoup. Oui. Jeroen, on va parler d'un sujet qui finalement concerne beaucoup les motards aussi. Est-ce que tu as déjà chargé une moto sur une remorque? Ah oui, j'ai quelques anciennes motos chez moi, donc de temps en temps, il me faut une remorque. Bon, tu sais, comme moi, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Des fois, on a un petit peu peur de faire tomber sa moto de collection. Et donc, moi, personnellement, j'y suis confronté 1 à 2 fois par semaine pour aller chercher les motos, les ramener dans les différents parcs presse. Et donc, charger une moto sur une remorque, c'est un exercice qui, avec l'habitude, bon, on commence à maîtriser un petit peu, mais ça reste quand même toujours un petit peu la boule au ventre en se disant, bon, elle est bien arrimée, oh, je vais remettre une sangle ici, donc voilà. Ça met du stress. Oui, ça met du stress, effectivement. Et bon, ben, quand on met son petit bijou sur la remorque, on n'a pas envie d'avoir un accident. Je dois d'ailleurs souligner qu'un jour, il y a environ 2 ans, je faisais un reportage et le but était de comparer une R80 GS, première génération, que j'avais été chercher chez un collectionneur à Bruxelles, avec la 19 Urban, tu vois, avec les mêmes couleurs. Et donc je vais à Bruxelles, je mets la GS de collection sur la remorque, je viens ici à Bornem, et là je charge la 90 dans l'autre sens. Et je rentre chez moi, vers Liège, je fais 140 km, et à 20 km de la maison, je m'arrête à un carrefour, je regarde dans mon rétroviseur, et je vois la 90. Je dis, oh non! Et heureusement, comme j'avais dû mettre la moto dans l'autre sens, pour ne pas qu'elle se touche avec les cylindres et les guidons, en fait, la 90 a posé son cylindre sur le garde-boue de la remorque, et elle n'est pas tombée. Si ça arrive un quart d'heure plus tôt sur l'autoroute à 120, je suis obligé de t'appeler et de te dire Jeroen, la 90 n'existe plus. Donc depuis, je suis un petit peu parano et depuis, je double, je mets des sangles partout et voilà. Donc il y a d'autres solutions que la parano et je te propose de découvrir une remorque très très ingénieuse qui permet de charger n'importe quelle moto au sol sans rampe. On découvre ce petit bijou de technologie. Yves Fardeau, bonjour. Bonjour Thierry. Merci de venir me présenter un produit assez exceptionnel qui est en fait une remorque moto. Alors on en a souvent l'usage, ça embête beaucoup de monde, mais toi tu as des solutions. Absolument. Donc avant de vous présenter l'usage de la moto, j'ai un peu faire l'historique. Donc mon collègue français, Frédéric Goasdou, qui est également motard et qui organise des trails entre autres, s'est toujours posé la question, tiens, c'est parfois dangereux de charger, souvent même dangereux de charger une moto, surtout quand elle a un certain poids. Certains peut-être d'entre vous en ont fait la malheureuse expérience. Et il a trouvé un système qui permet de charger des motos, pour ce modèle-ci, jusqu'à 330 kg, complètement à plat. Alors Frédéric Goasdou est un motard. Il a eu l'idée assez géniale, vous verrez, de concevoir cette machine. Et lors d'un trail, il a rencontré un Michael qui est polonais et qui travaille dans la métallurgie. Donc, l'ingénierie de l'un et la technicité de l'autre ont fait que, en s'associant, ils ont pu effectivement créer cette remorque For One qui est fabriquée en Pologne. Donc voilà, un des avantages évidemment de cette remorque,
au-delà de pouvoir charger la moto à plat comme vous le verrez tout à l'heure, ben, c'est évidemment son stockage. Donc ça prend très peu de place dans un garage. Vous le voyez ici, contre un mur, c'est 60 cm sur 1,95 m de haut. Donc là, c'est effectivement très très facile de la stocker. Voilà, maintenant nous allons donc procéder à une démonstration. Donc la première partie, ben, c'est évidemment prendre en main la remorque. Ben, c'est extrêmement simple, elle est ici contre le mur, elle repose contre deux petits sabots caoutchoutés. Elle fait 70 kg, donc assez léger pour manipuler. Il y a une petite roulette centrale qui vous permet de la déplacer très facilement dans votre garage. Et à ce stade-ci, il suffit tout simplement de la laisser basculer sur les roues. Voilà, on pivote. Et on se dirige vers l'endroit où on veut effectivement charger la moto. Voilà. Maintenant, on va enlever les sangles qui ont permis le stockage de la remorque et surtout de maintenir le sabot. Bon, par la suite, il n'est évidemment pas utile de remettre 4 sangles, une seule suffit, mais ici, elle est dans sa livrée, je dirais, client. Donc, je vais défaire les sangles. Donc maintenant, le sabot qui était dans sa position stockage, je vais tout simplement le basculer vers l'arrière, comme ceci. Et le stade pour mettre le système à plat, on va enlever la sécurité, se munir du bras de levier, tout simplement dégoupiller la gâchette ici, et on laisse revenir le système à plat au sol. Et là, on a effectivement le système complètement à plat. Donc je pense que plus plat que ça, c'est très difficile à trouver. Et ça vous permettra effectivement de charger votre moto en toute sécurité, ce que nous allons voir maintenant. Maintenant, tu places ta bec, avance, voilà. Ouais. Tu places ta bec latérale, et là, la moto va tout simplement reposer comme si elle était stationnée. D'accord. Je la laisse avec une vitesse dedans? Oui, ça peut être mieux, comme ça évite, ça évitera qu'elle ne bouge éventuellement vers l'arrière. On imagine qu'on peut faire cette manœuvre tout seul? Absolument, oui, oui. Ce que j'ai fait, tu peux le faire, et le but, c'est effectivement de faire cette manœuvre tout seul. Quelle est l'étape suivante? Alors l'étape suivante, ben, on va sangler, donc la moto repose sur la béquille latérale, gauche. On va sangler la moto à gauche, donc on peut la prendre ici, par exemple. Oui. Voilà. On ne va pas la serrer trop fort. Pourquoi? Parce qu'elle doit se redresser de l'autre côté. Voilà. Moi, en fait, je suis là en spectateur, je te regarde parce que j'estime que c'est quelque chose qui doit pouvoir se faire tout seul. Oui. Ce qui, je suppose, est le but. Exactement. Tu vas me démontrer ça, évidemment. Donc, exactement. Évidemment, tu attaches l'autre côté et on va travailler sur le tassement de la suspension. Exactement. Donc, il ne faut pas trop tasser. Donc, simplement redresser la machine comme ceci. Oui. Voilà. D'accord. Moi, je laisse faire. Hein. Ok, voilà. Je vais peut-être la régler encore un petit peu ici. Oui, sûrement. Oui. Voilà, comme ceci. D'accord. Donc elle doit encore repartir un petit peu de mon côté. Ok. J'y ai pas touché, moi. Voilà. Voilà. D'accord. Une fois que c'est fait, on va quand même, par sécurité, redonner un petit coup comme ceci. Oui, c'est ça, oui. Bon, voilà. Bon, maintenant ici, on utilise évidemment des sangles, je dirais, simples, d'accord. Maintenant, on peut prendre du cliquet. On peut prendre du cliquet, etc. Sûr, bien sûr. Voilà. Hein. Okay. Mais ça veut dire que pour le moment, en fait, j'ai chargé ma moto tout seul sur ma remorque. Oui. Sans qu'elle ne soit attelée à ma voiture. Exactement. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant et pratique. Oui. Maintenant, évidemment, je t'attends au tournant. Hein, oui. Parce que moi, je veux voir si je vais savoir de manière
sans être un Hercule, voilà. Pour pouvoir attacher ça à la bagnole. Hein. Exactement. Donc voilà, je ne suis pas un Schwarzenegger, loin de là. D'accord. J'ai plus le profil grimpeur, ou Tour de France, 100 ans. Donc, une fois que la moto est stabilisée comme ceci, que va-t-on faire avant de sangler à l'arrière? Eh bien, je vais tout simplement redresser ici le système. Donc ici, on a affaire à une moto. Donc je répète, cette remorque est prévue pour 330 kg maximum. On a affaire à une moto qui tourne autour des 290 kg. Oui, avec le plein, on est dans ces eaux-là. Voilà, on est juste en dessous des 300 kg à mon avis. Voilà. Alors, c'est pas une question de force, c'est simplement un tour de main à voir. Donc, on va se placer comme ceci par rapport à l'axe qui se trouve ici. D'accord. Comme ça. Et on va tout simplement faire un mouvement de bascule vers l'avant avec le corps. D'accord. On va emmener la moto comme ceci, et puis on laisse revenir le système. C'est tout. D'accord. Voilà. Je replace ceci. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à sangler à l'arrière. Pourquoi est-ce qu'on sangle l'arrière par la suite? Parce que l'axe ici pivote. Le point d'ancrage se trouve ici. De distance. Voilà, donc si on sangle avant, au moment où on va redresser, c'est pas trop grave, mais au moment où on va redresser, on va détendre plutôt, plutôt les sangles. Et à contrario, quand on va décharger la moto, il faut d'abord désangler l'arrière par rapport à l'avant. Est-ce que cette opération Yves, peut se faire? Alors, Yves, est-ce que cette opération peut se faire quand la remorque est attelée? Non. Non, parce que là, on n'aura jamais le système à plat, bien évidemment. D'accord, oui. Maintenant, donc, le but est de toujours faire chargement et déchargement sur une remorque qui est à plat. À plat et détachée de la voiture. Et détachée de la voiture, absolument. Donc maintenant, on va atteler la remorque au véhicule, hein, la moto étant chargée. Ici, évidemment, on a affaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une moto qui a quand même déjà un certain poids, 200-295 kg. Donc on doit s'attendre à avoir une masse au timon entre 20 et 25 kg. Donc c'est comme si vous alliez soulever un sac de 25 kg. Alors, on le fait évidemment avec une certaine prudence. Idéalement, on ne se sert pas de cette poignée-ci. Moi, personnellement, je place ma main ici, je mets ma main ici, comme ceci, et je soulève tout simplement la remorque. À partir du moment où elle est à ce stade-ci, elle est en équilibre. Donc là, c'est absolument très facile de l'atteler tout simplement à votre voiture. Donc je vais même enlever ceci. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à placer mes feux. Bon Yves, écoute, franchement, c'est impressionnant, quelle belle démonstration. Oui. Bon, évidemment, tu connais ton produit, mais sincèrement, ça n'a vraiment pas l'air compliqué. Je crois que c'est à la portée de n'importe qui. Bon, j'ai 2-3 petites questions maintenant. Je t'en prie. En termes de roulage, parce que je vois que cette remorque est équipée, elle a une roue de rechange, mais elle est équipée de relativement petites roues. On n'a pas de limitation de vitesse. Alors, la remorque ici est homologuée 130 km/h. D'accord. Donc la sagesse veut évidemment qu'on adapte sa vitesse en bon père de famille. Pour rappel, en Allemagne, quand vous tractez, c'est 100 km/h. Oui. Moi, personnellement, quand je tracte, je me limite à 110 km/h parce que cette remorque n'est pas freinée. Donc il faut quand même anticiper. Oui. Voilà, il faut quand même se rendre compte que quand on tracte, c'est plus la même situation. Mais techniquement, elle supporte tout à fait 130 km/h. La moto, elle est parfaitement stable ici. Moi, je peux la secouer. Elle bouge avec la remorque, en fait. Donc, bien sûr. Elle est parfaitement attachée à la remorque. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on peut dédoubler, on peut sangler. Oui, il faut prendre évidemment son temps pour sécuriser son matériel sur la remorque. C'est un fait. Alors, quand je disais tout à l'heure qu'on ne la sentait pas, disons que tu as signalé qu'il y a des petits trous. Oui, c'est des 10 pouces, mais extrêmement larges. Oui. Chaque pneu peut supporter 330 kg, donc comme 350, pardon. La remorque fait 330, donc c'est dédoublé quelque part. Donc, et voilà. On est limité en fait par la charge de l'essieu. Et on est limité par la charge de l'essieu, absolument. Alors, on a ici un centre de gravité, comme on aura pu le remarquer à la caméra, un centre de gravité très très bas, d'accord, une voie très large, ce qui fait que cette remorque a une stabilité hors du commun. D'accord. Maintenant, pas de chance pour toi.
mais je viens d'acquérir un Yamaha Tricity avec 2 roues devant. Oui. Alors, je fais quoi? Ah bien écoute, on a la solution. C'est vrai? Oui. Allez, montre-moi. Je m'en vais 10 secondes. Viens me la montrer. Alors. On va la tenir plus haut. Je vais la tenir Oui, avec toi. voilà, comme ceci. Ah oui, donc en Alors fait, voilà. Donc nous cet allons. accessoire se met où? Alors ceci va remplacer le sabot arrière. Donc il suffit de dégoupiller le sabot arrière, on l'enlève et on le remplace par celui-ci. Ah oui, donc je vais mettre mon scooter dans l'autre sens. Exactement. Donc tu vas charger ton scooter par l'arrière. Donc la roue motrice à la place de la roue avant de ta GS. Et les 2 roues ici. Et les deux roues ici. D'accord. Maintenant, ce kit-ci, il n'est pas nécessaire de changer chaque fois qu'on charge un tricycle ou une moto classique, puisque c'est tout à fait adapté pour une moto classique. Avoir en fait ceci à l'arrière en permanence. Exactement. Et charger aussi bien mon Tricity que ma 1200 GS. Exactement. 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 Et ça, c'est une option. Ça, c'est une option. C'est un kit à 150 €. D'accord. Alors bon, puisqu'on parle un peu d'argent, continuons un peu à parler d'argent. Oui. C'est vraiment tentant parce que ça ne prend pas de place dans le garage, on peut la manipuler tout seul. Moi qui vais chercher en permanence des motos un peu partout en Belgique, dans les parcs presse, j'ai autant de te dire que parfois je balise un peu pour monter des grosses bécanes sur des remorques. Ça, c'est quand même pas mal comme solution. Mais combien ça coûte? Alors, la remorque telle qu'elle est là, elle coûte 1880 €. D'accord. TTC. La roue de secours étant comprise et les 4 sangles classiques que vous avez ici étant comprises aussi. 1880 €, il y a 3 couleurs différentes. Il y a la noire que l'on peut voir ici, il y a une blanche et il y a également une orange, la même couleur que les sangles ici, donc l'orange, sans faire de publicité, pour une certaine marque autrichienne. Il y a certains motards qui seront fans de cette couleur-là. Exactement. Alors maintenant, ici, il faut dire qu'elle va très bien avec la couleur de celle-ci. Exactement. Exactement. J'ai hésité à venir avec une blanche, mais bon, voilà, ça se met très très bien. Maintenant, si on veut une couleur, quelqu'un veut une couleur, bon, j'ai un Ducatiste qui m'a dit, moi je veux absolument du rouge Ducati, ok. À ce moment-là, donc les délais, c'est 3 semaines. Hein, donc je suis livré. Donc je te commande une remorque, tu n'as pas de stock? J'en ai toujours 1 ou 2 de stock, mais elles partent très vite, donc voilà. Donc je peux me permettre des temps 3 semaines de délai. Tu assures la garantie, j'imagine? Alors bien évidemment, il y a une garantie de 2 ans. C'est une moto qui est homologuée Union européenne, avec un certificat d'homologation, un certificat de garantie, bien évidemment. D'accord. Donc je peux présenter, parce que bon, une remorque comme ceci ne nécessite pas un passage à l'autosécurité. Non. Néanmoins, maintenant, il faut savoir qu'il faut déclarer ces remorques. Il y a une taxe sur les remorques qui est de 40 €, on va dire 40 €. Par contre, si je veux, par exemple, si je suis luxembourgeois, eh bien, cette remorque doit passer au contrôle technique. D'accord. Et donc, il est important d'avoir un certificat d'homologation, parce que sinon, on ne peut pas rouler avec la remorque. On ne peut pas l'immatriculer. En fait, au Luxembourg, les remorques sont immatriculées. D'accord. Ce qui implique un suivi un peu plus pointu de l'état des remorques, parce que parfois, il est un fait qu'on croise des remorques un peu bizarres. Mais bon, voilà. Ben écoute, je suis séduit. Je me demande si ce ne serait quand même pas la solution pour moi pour aller chercher mes motos. On va en parler, on va se faire un petit café après cette démonstration. Avec grand plaisir, surtout qu'en plus, donc c'est sécurisant pour charger sa moto, mais ce sera dans ton cas beaucoup plus sécurisant pour charger une moto que l'on te prête pour tes essais, etc. Bien évidemment, en partant du principe, la moto n'est pas à moi, il faut vraiment que je fasse très attention. Bien sûr. Et en fait, donc tu me dis qu'ici on est limité à 330 kg poids machine. Si maintenant il y a certaines machines qui font un peu plus de poids, donc une R18 qui fait partie de l'essai du magazine de ce mois qui fait 345 kg, je crois, j'imagine plus les pleins. Il existe un autre modèle avec un essieu renforcé? Absolument. Donc sur base du même principe, on a ce qu'on appelle la Big One. Donc la Big One, c'est le même principe avec 2 leviers pour pouvoir évidemment manipuler des poids de plus de 330 kg. Quand tu dis 2 leviers, ça veut dire un de chaque côté? Oui, un de chaque côté. Il faut être 2 alors? Non, on manipule un puis l'autre. Ah oui, ok. Voilà. Et cette remorque, je l'aurai en principe fin septembre, début octobre. Ok, d'accord, parfait. Ben, écoute, ça nous donnera peut-être l'occasion de voir. Voilà. Donc, on a gardé le même cahier de charge, donc la facilité, donc chargement à plat, également la facilité pour ranger cette remorque dans le garage. Donc, c'est exactement le même principe, mais bon, elle a été adaptée pour les gros bébés, on va dire. Ouais. Bon, ben voilà les gars, emmenez votre meilleur ami ou une de vos meilleures amies en vacances avec vous n'est plus un gros problème, même pour le faire tout seul.
Voilà le site, voilà le numéro de téléphone. Et Yves est un charmant compagnon qui se fera un plaisir de vous aider dans le choix de votre remorque. Avec grand plaisir. À la prochaine, les gars. Bonne route. Jeroen, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Je voudrais quand même qu'on parle d'une communication, en fait, d'une chose importante chez BMW en termes d'assistance. Vous avez quand même une proposition qui est quand même vachement intéressante. C'est quand même super intéressant, spécialement avec l'hiver qui va bientôt venir, bien malheureusement. Sûr. Mais on parle de dépannage et d'assistance. On a lancé un projet dans lequel donc, tous les clients, les motards, qui laissent entretenir leur machine chez le concessionnaire BMW officiel, en Belgique ou en Luxembourg, ils bénéficient d'une assistance gratuite à vie. Ah bon? Donc tant qu'ils ont le véhicule, fait entretenir leur véhicule auprès du concessionnaire officiel, dans les intervalles prescrits par le constructeur, bien évidemment, ils bénéficient d'une assistance gratuite. D'accord. C'est une assistance quoi? Dépannage? Donc ça veut dire je tombe en panne à la côte. Tout à fait. On rapatrie la moto sera véhicule. Dépannée et sera remportée au concessionnaire. D'accord. La moto et le conducteur? Et le conducteur, bien sûr. Évidemment. Ok, d'accord. C'est une nouvelle importante, évidemment. C'est une chose auquel, malheureusement, un jour ou l'autre, tous les motards sont confrontés, que ce soit une crevaison, des choses comme ça. Oui, malheureusement, il y a toujours des choses qui arrivent et dans ces cas-là, c'est toujours important de savoir, de pouvoir compter, je pense, sur un réseau de concessionnaires. Oui, absolument. Et bon, ça reste, malgré la fiabilité des machines maintenant, ça reste des engins mécaniques. Il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Ça peut arriver. Jeroen, merci. Merci d'avoir accueilli Carter et Piston pour tourner cette émission un peu consacrée à BMW, de m'avoir accueilli dans ce super endroit. Merci à toi Thierry, merci d'être venu. Oui, mais c'est toujours un plaisir, vraiment. Et puis on a pu un peu souffler ensemble les bougies du 40e anniversaire de cette fameuse GS. On aura bien sûr l'occasion de nous revoir, j'imagine, très prochainement. BMW nous réserve pas mal de nouveautés pour l'année prochaine, donc on aura l'occasion de recroiser nos routes. Pour ma part, je vous donne déjà rendez-vous dans un mois et d'ici là, gaffe sur la route. La passion de la moto, c'est Moto-Kaiser à Limerlé dans les Ardennes. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait